Bonjour tout le monde, Serge Bonin sur la page Grands enjeux politiques Chute de la Chaudière. Alors, comme d'habitude, si vous êtes résident de Chute de la Chaudière, il y a aussi un groupe qui s'appelle Grands enjeux politiques Chute de la Chaudière, très original, le même nom pour le groupe. Donc, vous pouvez faire une demande d'adhésion au groupe. Alors, aujourd'hui, on parle de plusieurs choses. On va parler des ponts, évidemment. On va parler des liens interrives. Donc, le pont de Québec, le pont Pierre-Laporte, l'état des ponts, possibilité de troisième lien, comment ça peut se faire, dans quel délai ça peut se faire et tout ça. On a deux ingénieurs avec nous. Alors, d'abord, Monsieur Jean Aymon, qui est ici à ma gauche, donc à votre droite. Monsieur Aymon a en fait un site Flickr où il y a toutes sortes de photos du pont de Québec, n'est-ce pas? Juste avant de continuer, comme d'habitude, si vous voulez poser des questions, vous avez un espace, vous l'écrivez tout simplement en dessous, ça nous apparaît et puis on pourra au fur et à mesure livrer des questions à tout le monde. Et évidemment, si vous aimez, un petit pouce en l'air, ça fait toujours du bien. Vous pouvez partager tout de suite aussi s'il y a des gens qui peuvent être intéressés. Donc, je reviens. Alors, Monsieur Aymon, la photo pour vous, c'est une passion. Hein? Oui, c'est une passion. Je suis une personne visuelle parce que j'ai des problèmes d'audition. J'ai eu des études difficiles un peu à cause de ça. J'étais grand, j'étais en arrière de la classe, je comprenais pas grand-chose. Alors, ce qui fait que mes études ont été difficiles. J'ai dû être technicien et ça a été d'abord. Puis, mais je devais refaire les formules ou comprendre les formules par moi-même en aparté le soir ou chez moi. Et je suis encore un peu comme ça. Je suis une personne intense. Je cherche à comprendre les choses. Vous êtes retraité maintenant, ingénieur retraité. Vous êtes technicien en construction navale. J'étais technicien en construction navale. J'ai travaillé depuis l'âge de 14 ans pendant peut-être une douzaine d'années d'été sur la construction dans le génie civil. Des affaires d'expo, puis tout ça, là, dans ce coin-là. OK. Après, je suis allé travailler en Gaspésie. J'ai continué mes études en Angleterre, à l'université de Strathclyde, qui est un ex-collège militaire, OK. mais spécialisé dans la construction navale, parce que les Écossais étaient les premiers, juste avant ça, étaient les premiers au monde en construction navale. Alors, c'est ça. C'est un peu mon parcours. Ensuite, j'ai travaillé dans les bateaux de pêche. J'ai travaillé dans l'administration des aides financières pour les bateaux de pêche. Après ça, j'ai travaillé dans le développement économique au ministère de l'Industrie et du Commerce pendant une trentaine d'années. Des projets majeurs, le Vickers, Davy, Marine Industrie, Hibernia, des projets de pipeline, puis des affaires comme ça. Vous avez un bon parcours, en fait. Bref. Moi, je suis pas un grand ingénieur, je suis pas un grand économiste, mais j'ai touché un peu à tout ça, puis en essayant de bien comprendre qu'est-ce qui se passait. Puis d'où vient votre curiosité pour le pont de Québec? Je fais de la photo de navires. Il y a une passion, un hobby qui se développe qui s'appelle le ship spotting. C'est à peu près pour l'économie l'équivalent de ce que l'observation des oiseaux est pour la nature. Et je prétends qu'éventuellement, ça va changer le monde, le ship spotting. Donc, c'est la surveillance des bateaux et des flux maritimes. Les flux maritimes. 90% du commerce international se fait par navire. OK. Alors, juste en regardant... 90%, c'est beaucoup. Hein? 90%. Et particulièrement au Canada et au Québec, on est extrêmement dépendant du transport maritime, mais on ne s'en rend pas compte. Personne ne le dit. C'est une autre histoire, mais je pense qu'on peut passer à autre chose. C'est bon. Monsieur Fafard, de votre côté, on va aller à votre petite... où est-ce qu'il est? Voilà, ici. On va agrandir ça un petit peu. Alors, vous êtes à la faculté de sciences et génie ici à l'université. Département de génie civil. Là. Département de génie civil, voilà. Ingénieur civil de formation. Votre parcours un peu, là vous êtes professeur titulaire en ce moment? Professeur titulaire. Vous êtes spécialisé un peu dans ce genre de structure-là, les ponts? Moi, j'ai fait mon bac et maîtrise de doctorat dans le domaine des structures. OK. Particulièrement dans le domaine des ponts. J'ai travaillé pendant 10-15 ans de temps en recherche dans le domaine des ponts. Pour ça, je suis passé à autre chose, mais là, je suis revenu au domaine des ponts.
Je regarde l'utilisation de l'aluminium actuellement la possibilité d'utiliser l'aluminium dans le domaine des ponts. L'aluminium, c'est un produit durable, il ne rouille pas. Le pont d'Arvida, ça fait 70 ans qu'il était là. Si le pont de Québec était en aluminium, il n'y aurait pas de rouille. Le pont d'Arvida, ça fait 70 ans qu'il est là, puis il n'y a jamais eu de réparation de surface. Il est intact. Est-ce que c'est le premier qui a été construit en aluminium? Ou? C'est le premier pont d'aluminium en Amérique du Nord, construit par l'Alcan à l'époque, en 1950. Okay. C'est le premier pont, puis il est encore en service. Il est très beau, un pont d'aluminium en arche, 180 mètres ou environ la longueur du tablier. OK. Donc, c'est un très beau pont. Moi, je me suis intéressé au pont de Québec dès l'étude à mon bac, parce que mes professeurs s'intéressaient au pont de Québec. Un des premiers que j'ai connu qui s'intéressait au pont de Québec, c'est le professeur Giroux, qui est décédé maintenant. Il était prof en génie civil, il était vice-doyen, il était vice-secteur, bref, il était dans l'administration. Par la suite, tout ce qui touchait le pont de Québec, le professeur André Picard, qui vivait sur la Rive-Sud, il est décédé, André également. André, c'est un ingénieur civil spécialisé en structure métallique. Et Denis Beaulieu aussi a pris la suite. Puis là, c'est comme le quatrième à prendre la suite par rapport au pont de Québec au département du génie civil. OK. Donc, j'ai à mon bureau, j'ai tous les plans, j'ai des livres, j'ai les commissions d'enquête. Tout ce qui s'est passé, là. J'essaie de ramasser l'information. J'en connais pas autant que M. Desbreux, là, mais je commence à être pas mal au courant de ce qui se passe au pont de Québec. Oui, d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur M. Lesbreux, j'ai fait une entrevue avec lui la semaine dernière, donc c'est en ligne sur la page Grands enjeux politiques Chute de la Chaudière. Je vous invite à le consulter. Donc, on parlera pas beaucoup de gouvernance aujourd'hui, on parlera pas beaucoup de comment refinancer le pont ou des trucs comme ça et de tout l'historique, la construction et tout ça. On a fait ça beaucoup avec M. Lesbreux. Ce qu'on veut savoir, la grande question aujourd'hui, et je pense qu'on va plonger là-dedans déjà tout de suite, est-ce que le pont de Québec va avoir encore une durée de vie intéressante? Est-ce qu'il est encore viable? Ou est-ce qu'il peut être fragile? Donc ça, c'est la grande question. Je ne sais pas comment on peut la décliner et qui veut se lancer pour y aller dans des questions peut-être plus précises, mais peut-être votre opinion générale sur cette chose-là. Parce que, bon, on sait que la dernière étude publique, c'était 2009, c'était Delcan. Oui. Mm-hmm. Et après, il y a eu des études, mais OCN, et qui n'ont pas été rendues publiques. Non, c'est normal. C'est normal? C'est un pont privé. Il appartient à une entreprise privée. Quand ça appartient à une entreprise privée, tu ne rends pas nécessairement public tes rapports. J'imagine qu'au ministère des Transports sont au courant. J'imagine que les ingénieurs du ministère des Transports ont eu accès. Mais ça appartient au CN, ça appartient à une entreprise privée, donc tes rapports appartiennent au privé. Ça, c'est une pratique courante? Non. Non. Une pratique courante, ça appartient au privé qui ne te donne pas. Oui, une pratique courante qu'un pont appartient au privé, non. OK, c'est ça. OK, à part un pont construit comme le pont sur la 25, c'était prévu en conséquence, il y avait une durée de vie. La même chose pour le pont Champlain. Hein, c'est donné en PPP, là. Mais le pont Québec n'a jamais été donné en PPP. Okay? C'est un accident de parcours si ça appartient au CN. C'est un accident de parcours si ça appartient à une entreprise privée. Mm-hmm. M. Chrétien l'a donné au CN, mais CN, à l'époque, était une entreprise publique. Après ça, il a privatisé CN. En privatisant CN, il a privatisé le pont Québec. Donc, c'est normal qu'ils ne sont pas obligés de rendre public les rapports qu'ils font. OK. Sauf puis vous, en tant que spécialiste qui a pris un peu la relève des autres spécialistes du domaine, vous n'avez pas accès à ça non plus? Non. À ces rapports-là? Très difficile de communiquer avec l'OCN. Je fais une petite parenthèse. J'ai lancé un concours pour le centenaire du Tracel de Cap-Rouge, un concours de modélisation du comportement du Tracel. Ça me prenait des plans. Je travaillais avec la Société historique de Cap-Rouge. La dame a dit, j'ai eu un contact chez l'UCN, puis le monsieur était super content. Il dit, oui, je vais vous envoyer les plans. Puis si possible, quand vous aurez fait la modélisation, pouvez-vous nous donner des informations? Je dis, pas de problème. Mm-hmm. Mais j'ai jamais, après un certain temps, il n'y avait plus de réponse au bout de la ligne. Il ne répondait plus à mes mails. Je téléphonais, il ne répondait plus. Donc, la CN a une espèce de culture du secret. Ils ne veulent pas donner l'information. Ben, c'est une entreprise privée, ils font ce qu'ils veulent. Et ça, c'est normal. Même s'ils sont cotés en bourse, puis ils doivent quand même rendre des rapports annuels à leurs actionnaires. C'est du technique. Alors, les actionnaires, ils s'en foutent. Là, OK. Eux, ils veulent juste les chiffres. C'est-tu rentable? Oui, c'est ça. Combien le rendement de mon action, c'est ça qu'ils veulent savoir. Là. Donc, le Pont de Québec, ils ne veulent pas savoir dans les détails qu'est-ce qu'ils font dessus. Mais moi, ce que je peux dire en tant qu'ingénieur, hier, je revenais d'une conférence, justement, sur un centre de recherche là, qui travaille sur l'aspect des ponts. Et je regardais, il y a des travaux qui se font actuellement au plié nord, du côté aval. Oui, du côté aval. Ils sont en train de faire une réparation. La partie principale. Côté aval, ça veut dire vers ouest, Québec. Vers est. La face ouest, la face est. Nord-est. Voilà. C'est ça, nord-est. Pilier principal. Pilier principal où il y a deux. Oui, parce qu'à Mont, il y a beaucoup de métal qui arrive là, donc il y a beaucoup de charges qui arrivent là. C'est un point névralgique, ça. C'est un point très sensible. Si j'étais un terroriste, probablement j'aurais mettre des bombes là. Ce n'est pas une mauvaise idée, vous, là.
C'est facile à voir pour quelqu'un qui connaît ça un peu. Et là, ils sont en train de faire des réparations. Puis plus au nord qu'au sud? Ben, j'imagine qu'ils font des rotations. OK. C'est des points névralgiques, mais ce que je peux dire, selon moi, c'est qu'ils n'ont pas le choix de maintenir l'intégrité du pont de Québec. Ils n'ont pas le choix de maintenir la qualité, la sécurité des passagers et des trains. OK? 2 raisons. CN veut continuer à passer ses trains. Hein? C'est un point, un lien important. Si le pont de Québec n'est plus là, ils vont passer où? Il va falloir qu'ils passent à Montréal. T'sais, il n'y a pas d'autre lien. Donc ça, pour le CN, à mon avis, c'est important. Deuxième chose, ce sont des ingénieurs qui travaillent là-dessus. Quand tu es membre de l'ordre des ingénieurs, dans ton code d'éthique, l'aspect sécurité, l'intégrité physique des gens qui ont affaire à tes ouvrages, c'est primordial. Tu ne peux pas négliger un ouvrage comme ça qui tombe. Il va y avoir des gens des tailles qui vont tomber. Il va y avoir des poursuites. Donc, il y a une responsabilité professionnelle de la part des ingénieurs à garder l'intégrité du pont, qu'il soit solide, qu'il n'y ait pas de problème structural sur ce pont-là. Ils n'ont pas le choix. Le reste, malheureusement, c'est vrai que la peinture, c'est de l'esthétisme. À partir de là, on tombe dans une rhétorique, on peut tomber dedans si on veut, mais pour moi, le pont de Québec, c'est une structure qui est sécuritaire. Mais on sait que la rouille, ça gruge quand même. Oui. On va passer rapidement, là. Il y a eu 2 tests de peinture. Le premier dégageait trop de plomb dans l'eau, donc on a arrêté ces travaux-là. Les travaux de peinture qu'ils ont Oui, fait. exact. Ouais. Donc il y a eu un premier contrat où la compagnie faisait du sablage, envoyait trop de plomb dans l'eau. On a dit non, on arrête ça. On a essayé de l'autre côté et là, la peinture tient pas le coup. Ça recommence à rouiller après 4 ans. Là. Ça, c'est à peu près l'historique. Puis vous faites des études en ce moment sur de nouvelles peintures possibles. J'ai fait... Je sais pas si vous avez le droit d'en parler, remarquez. J'ai fait, je vais dire ce que je peux dire, j'ai fait un mandat pour voir quelle était la meilleure solution de peinture, je vais appeler ça de la peinture, puis il y a différents je dirais, liquides qu'on met là. Donc, et j'étais allé voir qu'est-ce qu'ils faisaient aux États-Unis sur des structures similaires. Et on a fait des tests, puis il y a une solution qui existe, puis elle existe pour être capable de peinturer le pont et que ça soit durable. OK. Donc, oui, c'est faisable. Mais la question est... Mais avant de le peinturer, il faut remplacer les pièces. C'est pas la peinture qui coûte cher, hein? C'est le temps homme. C'est le temps homme. Oui, c'est ça. Les échafauds, c'est s'installer. sablés, mobilisation. Mobilisation, exactement, vous connaissez ça. Donc, c'est pas le matériau que tu vas ajouter qui coûte cher. C'est vraiment le temps homme, les échafaudages et tout ça. C'est ça qui est coûteux dans le pont de Québec. Et il y a beaucoup de surface. J'ai oublié le nombre de mètres carrés. C'est énorme le nombre de mètres carrés à peinturer sur le pont de Québec. Parce qu'il y a l'aspect externe. On voit ce qu'on voit à l'externe, mais il y a aussi des choses en interne. Il faut aller peinturer, il faut aller sabler, mettre des couches d'après, etc. Donc, il y a beaucoup de surface ça, juste le fait de sabler, ça affaiblit pas la pièce? Non. On enlève la rouille de surface, tout simplement, puis on est capable de... Là-dedans, je vais dire qu'il y a des éléments... J'arrive à vous bien. À vos questions. Je vais classer ça en éléments primaires. Ils n'ont pas le choix d'entretenir. Tu ne peux pas perdre d'épaisseur de rouille. OK? Quand tu arrives au pilier ou les tirants, tu ne peux pas perdre d'épaisseur de métal. Okay. C'est primordial. J'ai regardé les tirants quand la dernière fois je passais sur le pont Québec. Ils sont en bon état. Les tirants, c'est? C'est des parties, la partie supérieure, on appelle ça des egg bars en anglais. Là. C'est des parties en haut qui viennent empêcher que ça s'ouvre. OK? C'est des pièces en tension. Et si tu coupes ça, le pont tombe. Okay. Ces pièces-là, ce que j'ai vu, sont bien entretenues. Les pièces primaires sont bien entretenues. Ce qu'ils font comme travail actuellement, c'est vraiment on a le dessin pour les pièces ici, primaires. là, c'est la... À la partie supérieure, là, effectivement, il y a des tirants. Et il y en a aussi dans la partie centrale. Je ne sais pas si on peut voir la partie centrale. Il y en a aussi dans la partie centrale. Ça, c'est des pièces primordiales, de même qu'à la jonction. Il y a des pièces secondaires, tertiaires, je dirais même quaternaires. Il y a des pièces que, même s'ils sont rouillés ou s'ils cassent, c'est pas grave. OK? Mais il ne faut pas en perdre trop. OK? C'est une question, si sur une pièce principale, je perds plusieurs éléments, ça peut devenir dangereux. Donc, il faut surveiller cet aspect-là aussi. Et je pense que l'inspection qui se fait régulièrement sur le pont de Québec... Mais est-ce que toutes les pièces sont remplaçables? J'imagine qu'il y en a qui sont assez impossibles à remplacer. Il y a des pièces irremplaçables. C'est ça. Comme dans tout pont, il y a des pièces irremplaçables. Ça, c'est les pièces qui sont surveillées de plus près, je présume, puis qui sont aussitôt qu'il y a quelque chose, on doit réparer. C'est la partie les plus inspectées le plus. C'est comme le ministère des Transports, quand il inspecte un pont, il va aller vers les éléments principaux pour s'assurer qu'ils ne sont pas dégradés. C'est là qu'ils vont aller en premier. Après ça, il va regarder les éléments secondaires ou tertiaires.
OK? Peut-être les inspections vont être plus éloignées, mais on regarde toujours les éléments primaires, les éléments qui vont assurer l'intégrité de la structure pour pas qu'elle tombe. OK. De votre côté, vous avez quand même dénoté avec vos photos quelques inquiétudes de défis structurels. Il y aurait quelques déformations que vous auriez pu noter selon vos gros plans. Peut-être avez-vous une question précise pour M. Fafard pour pousser un peu plus loin? La rouille, à mon évaluation, grosso modo, de ce que je vois de la passerelle, parce que mes photos sont prises de la passerelle, ce que tout le monde peut voir. Et aussi, j'ai eu quelques informations d'ouvriers qui me disaient que la zone où il y a eu des éclaboussements de sel, du côté aval, mais aussi entre le tablier routier et le tablier du chemin de fer, que l'eau coulait là, les sels de déglaçage, puis qu'il y a des poutres qui étaient complètement disparues, qui sont à remplacer. D'ailleurs, on voit à certains endroits des poutres qui ont été remplacées, des traverses, là. Puis ce qu'on appelle des contreventements en dessous, là. Et d'après moi, la rouille aurait fait perdre un pourcentage minime, je dirais peut-être 5, peut-être 10%, parce que c'est situé à un endroit stratégique. Le tablier forme une espèce de niveau rigide, un peu plus rigide que le reste. Puis les déformations que j'observe. Il y en a une ici, là, la photo qui est là à droite. Là, on voit qu'il y a une petite courbe. C'est un peu de ça dont vous parlez? C'est le pont, de ce que je vois là, prend ce qu'on appelle un renversement. C'est à observer l'ensemble des étrisillons d'abord. J'ai commencé par observer la rouille. Après ça, j'ai observé les étrisillons les plus visibles. Les étrisillons, ça, pour être... C'est l'équivalent de croix de Saint-André. Les croix, OK. Pour fabriquer, parce que c'est toutes des poutres fabriquées. Puis, ces poutres-là, les étrisillons déforment, c'est-à-dire qu'ils courbent en phase plastique. Ce qui, pour moi, signifie que les pièces qui sont en compression déforment aussi. Si les étrisillons déforment, ça veut dire que la poutre est déformée aussi, en phase plastique aussi. Surtout les éléments en compression. Les éléments en tension, on ne peut pas le voir parce que c'est en tirant, d'abord, c'est plus fort. OK. Puis, on voit qu'ils déforment. Ça, j'ai observé ça sur beaucoup de pièces secondaires ou tertiaires. Qui pourraient être remplacées facilement ou pas nécessairement? C'est beaucoup de travail. Là. Ils en ont déjà remplacé beaucoup. Là, je dirais qu'ils en ont remplacé peut-être plusieurs, je dirais peut-être plusieurs centaines, peut-être jusqu'à 1000 peut-être, d'étrisillons un peu partout. On le voit bien quand ils sont remplacés, puis ils remplacent les boulons. Ah oui? Ça rouille moins. Non, c'est pour le savoir. C'était dérivé à l'époque. À l'époque, il y avait d'assemblage, les boulons n'étaient pas connus. OK. Donc, ils étaient dérivés. Donc, on voit les réparations facilement parce que c'est des boulons qui sont là maintenant. Et, ces étrisillons-là, pour moi, au début, c'était, je disais, c'est secondaire, pas d'importance. Puis, à un moment donné, j'ai commencé à comprendre comment travaillait la structure. Je veux dire, par ma formation, on voit universitaire, puis mes expériences, des structures bougent tout le temps. Entre autres, le pont de Québec, il y a ça de particulier, même comparé au pont de la Forte. Lui, il est monté sur des pivots. C'est comme une balançoire d'enfant. Le pont de Québec, ça? Le pont de Québec est monté sur des pivots. Le poids principal repose sur les piétements ou ils appellent ça les choux. Ça a 20 pieds par peut-être un autre 25-30 pieds. Les semelles. Les semelles. Au-dessus je cherche le mot. Là, moi, je chou, c'est en anglais. C'est correct. Ça, c'est le bloc de béton dans le fond de l'eau? Au-dessus du bloc. Au-dessus du bloc. Des pièces d'acier. Il y a des pièces d'acier, oui. Exact. Je pense même qu'on a parti des industries à Montréal, spécialement pour ça à l'époque. Là. Fonderie, oui. Puis, il y a déjà eu des goujons, là, les pivots. Il y en a déjà eu quelques-uns de remplacés. Mais je ne sais pas exactement où.
Mais il y en a eu de remplacés. Peut-être pas là, parce que tout le poids est là. Je veux dire, tu peux pas jouer avec ça trop facilement. Là. À moins de... Bon. C'est des points névralgiques. C'est le point névralgique. C'est les chevilles, là. Bon. Parce que lorsqu'ils ont refait la conception du pont de Québec, ils voulaient s'assurer que vraiment, c'était une rotule, ils voulaient que ça tourne vraiment. Okay. Donc, ils ont fait un effort incroyable de calcul pour justement s'assurer que si on fait l'hypothèse que ça tourne, ben, il faut que ça tourne. Avant, pour pas qu'il y ait de résistance. Ils ont fait donc, c'est tests, des points névralgiques, ça, c'est certain. Et c'est pour ça qu'ils sont inspectés par l'ultrasson d'une façon régulière, j'imagine, pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a des nouveaux calculs à chaque fois, régulièrement, d'ajustement avec les nouvelles technologies d'aujourd'hui? Pouf! Le pont de Québec, tantôt j'ai fait un concours de modélisation du tracé de Cap-Rouge. Donc maintenant, il y a des logiciels très développés. Nous, on avait utilisé le logiciel SAFI pour être capable de modéliser le tracé de Cap-Rouge au complet, assez en détail. Okay. Je sais qu'il y a un modèle du pont de Québec développé, je pense, par Nordastello maintenant, Roche à l'époque. Je pense que c'est eux autres qui ont un modèle où on est capable de modéliser pour savoir comment se déforment les pièces, quels sont les efforts dans les pièces en fonction des positionnements des charges. Le train passe, on fait des autos, il fait différents scénarios de chargement, et on est capable de connaître les efforts dans des éléments porteurs. Et comme dit M. Aymon, généralement, c'est des pièces, comme il y a des chevilles, c'est des pièces qui soit ils travaillent en tension, soit en compression. Okay. Mais jamais en flexion. On veut éviter que ça travaille en flexion. Okay. Si aujourd'hui on faisait le pont de Québec, il n'y aurait pas des pièces assemblées avec des étrisions. Hein, finalement, les pièces, c'est quoi? C'est des ferranges aux quatre coins. Il y a des étrisions pour tenir ces ferranges-là ensemble. Maintenant, on aurait des pièces entières. Il n'y aurait plus d'étrisions. On aurait des pièces pleines ou des tubes, un peu comme le Fort Bridge, pour supporter ces charges-là. Mais est-ce qu'il serait moins esthétiquement? Il n'y aurait pas la même signature esthétique? Il n'y aurait esthétique? pas la même signature, ça c'est assez clair. Okay. Mais ça serait beaucoup plus facile à entretenir. En okay. termes de surface, il y aurait moins de surface de peinture, etc. Ça serait plus facile d'entretien. Donc à l'époque, c'était la façon de construire. C'était des pièces assemblées. Parce que l'industrie métallurgique n'était pas capable de produire de grosses pièces comme des tubes. On produisait des profilés en C, qu'on appelle, ou des cornières, puis on l'assemblait avec des étrisions. Donc, c'était la technique standard à l'époque, mais on ne ferait plus ça aujourd'hui, c'est clair. Okay. Hormis les étrisions sur les pièces secondaires, les contreventements surtout, là, qui sont assez faciles à observer, dans le premier tiers des pièces en compression, il y a aussi d'autres observations que j'ai faites. Des étrisions d'abord sur les cordes principales, au bout des cordes principales, quand ils deviennent la dernière membrure en cas ou l'avant-dernière. La corde principale, vous parlez de... La corde, moi, je suis là pour essayer de vulgariser tout ça. Le néophyte, j'ai pas votre vocabulaire, donc j'ai besoin de savoir un peu. La grosse poutre en bas, qui est toute d'un morceau. Si vous avez le dessin du pont de Québec, on pourrait peut-être le pointer. J'ai un dessin comme ça là, ici. Vous aviez tantôt un schéma. Ça, c'est pour est-ce que ça va aider? De stabilité, oui. Mais est-ce que c'est quelque chose en... Non, vous l'avez pas ici. On va revenir à l'autre. C'est le jaune. C'est ça. Dans ce dessin-là, est-ce qu'on l'a? Le bout de la corde, là où est la flèche noire. Oui. La flèche noire, là. Okay. C'est là que j'observe des déformations. Là. Le cadre est déformé. Puis les étrisions... Ça, c'est ce qui retient la partie centrale. Là. Ce qui relie la partie centrale. La partie centrale. Okay. Là, je vois... mais ça prend un bon œil exercé pour voir que... Et des gros plans en photo. Ouais, c'est ça. Un bon zoom. Il y a une courbe, là. Puis aussi, quand on regarde les équerres ou les braquettes, en tout cas... Ce qui retient le cadre raide, le cadre rigide, on voit qu'il déforme aussi. Puis actuellement, les entreprises, ou une des entreprises, a fait de l'inspection, puis fait des réparations. Puis, comme le cadre déformé, il semble que les barres retiennent le pont d'un côté, parce que la partie centrale est montée comme un balancier. Alors, ce qui fait que la partie centrale doit ballotter, parce que le pont bouge. Vous avez l'impression qu'il est un peu déséquilibré en ce moment? Bien sûr. Oui? Bien sûr. Puis à cause des trains, là. Là, on va revenir à ça. On va revenir aux trains. Là, actuellement, ils travaillent là-dessus. Ils ont mis des échafaudages. Ils semblent redresser des morceaux ou donner de l'espace pour que les morceaux jouent. D'après moi, ils soulagent ce problème-là. Là.
pense Moi, j'ai pas vu. là. Je sais pas de quoi, Non. de quoi on parle exactement. Donc, tout ce que je peux faire comme commentaire, c'est que ils étudient, ils analysent, puis ils réparent. OK? C'est ça. Pour pas que le pont ait des problèmes. Ça, c'est assez clair. Donc, Les ils n'ont pas le soulages, choix. ouais. Ils n'ont pas le choix. Est-ce que les charges sont plus élevées aujourd'hui qu'à l'époque, qui amènent des déformations plastiques? Je pense pas. Les charges de train sont pas plus élevées à l'époque. Quand on passe un wagon avec du chargement dessus. Vous avez une opinion différente les là-dessus. charges de- Enfin, je ne sais pas si vous avez des données. Les charges mais- automobiles, oui, mais ils ne passent pas de camions là-dessus. Actuellement, les ponts qu'on a construits les années 50, 60, les charges qu'on a aujourd'hui sont beaucoup plus élevées que les charges de conception de l'époque. Mais sur le pont de Québec, ils ne passent pas des camions. Ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit, c'est interdit. Mais les trains, Les trains, oui, mais ça a été conçu pour ça. Bon. Il était conçu pour avoir 2 trains en même Deux temps. mais les trains sont Deux plus trains, lourds. ouais. C'est une analyse que j'ai faite aussi. De? À l'époque où il était construit pour un standard qui s'appelle le Cooper E50. Il permettait le E60 pour les locomotives, je crois. Puis les locomotives, il va y avoir 2 locomotives suivies de wagons vides pour pouvoir rencontrer ça. Et dans le modèle qui est rendu public, la modélisation dernière, le modèle SAP 90, où ils ont fait l'étude des déformations en trois dimensions d'un modèle mathématique, ils ont mentionné que c'était les normes qu'ils utilisaient encore pour le pont. Alors du SAP, du Cooper E50 et du Cooper E60. Excepté que plus récemment, j'ai vu qu'il passait 4 locomotives. J'ai vérifié les poids des locomotives. Il semble qu'ils sont passés à E60 et peut-être plus. Mais j'ai pas de concret. J'ai posé la question au ministère des Transports si eux avaient cédé leur capacité portante en faveur du CN, parce qu'il devait avoir ça. Alors, on ne m'a pas répondu. Puis pour moi, l'absence de réponse, c'est une réponse. Bon. En fait, pour reprendre, je vais faire une analogie avec les ponts routiers. Donc, les ponts routiers sont conçus avec des normes. C'est un camion 625 kN standard. On en met 2, 3, 4, puis on fait toutes les combinaisons de charge possibles pour la concevoir. Mais parfois... 625 kilonewtons. Kilonewtons, c'est du poids. 625 tonnes. OK, parfait. Et si on regarde, parfois, il y a des convois spéciaux qui vont passer. OK. À ce moment-là, il y a une analyse qui est faite du pont, détaillée par le ministère des Transports, pour savoir est-ce qu'on peut le passer? Si oui, ça prend combien d'essieux et à quelle vitesse? Donc, il y a des ponts, ils refont une analyse à chaque fois qu'il y a une demande de convoi spécial. Oui, il y a des convois spéciaux qui ont. Par exemple, des éoliennes ou des trucs comme ça. Des choses très lourdes. On veut transporter un gros transformateur à Hydro-Québec. Donc, il y a des analyses qui sont faites, puis le ministère des Transports spécifie le nombre d'essieux, spécifie à quelle vitesse il passe. Il ferme le trafic si nécessaire. Tu passes au centre, tu vas tracer une ligne, tu suis ça. Donc, le CN n'a pas le choix de faire des analyses aussi comme ça. S'ils veulent passer des trains plus lourds, ils ne veulent pas de ponton. Ils n'ont pas le choix de faire des analyses comme ça. Et il y a des modèles mathématiques, ou j'appelle moi des modèles numériques, qui existent, qui sont toujours là, qui sont montés, qui sont disponibles pour faire des calculs quand on veut. Puis maintenant, ces modèles-là, ça prend même pas 15 minutes à faire rouler. On a la réponse. Donc, ils n'ont pas le choix de faire des études s'ils passent des charges plus lourdes. Oh oui. Je suis à peu près certain qu'ils le font. Parce OK. qu'ils ne veulent pas briser leur pont. Ils veulent continuer à passer des trains sur ce pont-là, le CN. Bon. Et ils ont quand même aussi une responsabilité face au ministère des Transports et face au trafic qu'on doit garder actif entre les deux rives. Donc, Ça, c'est plus la responsabilité du CN que du ministère des Transports. C'est les deux. le ministère des Transports, il y a une juridiction qui est assez claire. Tout ce qui est la superstructure, donc tout ce qui porte, c'est le CN. Le ministère des Transports s'occupe du tablier qui est au-dessus. OK. OK? Le CN dit, OK, tu dois t'accrocher sur tel longeron ou tel entretoise, tu dois t'accrocher à tel endroit, parce que j'ai fait l'analyse de la structure, puis ça fonctionne. OK. Donc, le ministère des Transports s'occupe de cette partie-là. Il va concevoir la structure du tablier qui va s'asseoir sur la superstructure du pont, et il va la concevoir, puis il va l'entretenir. Et effectivement, maintenant, ils ont fait des travaux pour arrêter que le sel coule. Il aurait dû faire ça bien avant. Le sel qui éclaboussait à chaque fois. Ça, c'est le fameux mur qu'on a mis Ouais. entre le train Ouais. et les C'est voitures, pas très beau, là. qui coupe un peu la vue, malheureusement, C'est- mais c'est- c'était la solution pour pas que le sel se Ouais. répande dans la Exact. structure. Ouais. Mais de l'autre côté, est-ce que ça se répand?
Du côté où il y a pas, on a la Ça vue, éclabousse. finalement? Mais il faut voir, quand on regarde le pont de Québec, il y a deux choses. Il y a du contact direct du ciel avec l'eau dissous le ciel dissous dans l'eau avec contact avec l'acier, mais il y a aussi le brouillard salin. Alors, quand on regarde au-dessus de Le brouillard structure- salin? oui. OK. Quand tu Ça, regardes c'est au-dessus le de la sel qui s'évapore puis qui s'en va dans la t'as de structure l'eau, dessus. t'as de la vapeur d'eau avec des ions clairs. OK. Bon. Et grosso modo. Et ça va sur la structure. C'est pour ça qu'on voit au-dessus, c'est plus rouillé qu'ailleurs. Parce qu'il y a quand même un brouillard salin. Là. 25-30 pieds. Qui vient se répandre. Donc, ça rouille plus au-dessus qu'en dessous, Non, la chose. non. ça rouille plus Beaucoup en bas, plus, en tout mais ça rouille aussi en haut. OK. Donc, ils ont fait quelque chose de correct, mais c'est pas suffisant pour arrêter complètement le mécanisme de la rouille. Là. Ça va prendre un entretien, ça va prendre une protection, ça va prendre la peinture. C'est la seule façon de bien arrêter ça, c'est la peinture. Mais plus on le laisse rouiller, j'imagine plus ça coûte cher à réparer. Oui. Parce que là, on va être rendu à. Ils ont commencé à remplacer les pièces. Hein, j'ai vu des photos de la part d'Alcan. Là. Écoute, tu voyais au travers de la poutre. C'est surtout sous la structure qu'ils ont fait ça. Vous avez peut-être vu en bateau, M. Aymon. J'ai vu des photos. Donc, ils ont remplacé des pièces déjà. Mais plus haut ça va, plus il y aura de pièces à remplacer. Puis moi, ce que j'aime pas, c'est quand on remplace les pièces, on vient défaire l'esthétisme du pont aussi. Si on change des boulons, des rivets ou des boulons, on commence à attaquer l'esthétisme. Mais là, ça commence à changer des éléments au-dessus de la structure, apparent, on va aller faire l'esthétisme aussi. Puis, OK. Donc, plus ça avance, c'est une question aussi les coûts vont augmenter, mais aussi, je pense que l'apparence aussi, ça va pas aider, parce que si on décide de remplacer une pièce avec des étrusillons par quelque chose de différent, ça ne serait pas beau, là. Donc, il va falloir s'assurer que si ça se fait, on ne va pas briser l'esthétisme du pont. L'autre chose, c'est que on remplace aussi avec des aciers modernes, les étrusillons, les composantes. L'acier moderne ne réagit pas exactement comme les aciers de l'époque. C'est amélioré, on espère. En tout cas. En structure, probablement que va me confirmer, mais pour les bateaux, c'est aussitôt qu'il y a ce qu'on appelle une discontinuité dans une structure. C'est l'endroit où, en général, on surveille les problèmes. Parce que si vous mettez un morceau rigide et un morceau mou, ben c'est le morceau mou qui va lâcher à côté là, tout de suite. Parce que l'autre va être plus fort, fait que ça va transférer les charges ailleurs. C'est toujours le côté le plus faible qui lâche. OK. Mais les métaux, les modules de Young de l'époque, c'est le même qu'aujourd'hui. Ça n'a pas évolué beaucoup. Ce qui a évolué, c'est les résistances plastiques qui ont augmenté. Puis, selon moi, le pont doit toujours... Donc, résistance plastique qui plie moins. Là. Ça va avoir plus de force pour le faire plastifier. Mettons, c'est une pièce, ça va me prendre 10 kN pour la plastifier, mais si tu prends l'autre, ça va te prendre 20 peut-être pour la plastifier. Okay. Les limites élastiques ont augmenté. Okay. Mais par contre, les rigidités sont les mêmes. Et quand on parle des étrusillons, c'est la résistance à la rouille, c'est la rouille, ça dépend des alliages, ça va de soi. OK. Mais un alliage... On s'en sort pas. On s'en sort pas, ça prend la protection. Okay. Ou ça prend un acier spécial qui s'appelle l'autopatinage, qui va faire une couche de rouille pour se protéger. À la défense du CN, là-dessus, le CN, comme la plupart des ferroviaires, ne peinturent pas leurs infrastructures. Oui, ça vous avez raison. Ça, c'est à la grandeur de l'Amérique. Ça, c'est pas dû aux ingénieurs. Ça, c'est dû au calcul de rentabilité de l'entreprise. C'est le trimestriel. Ça prend de l'argent tout de suite. Fait que chaque chose que tu mets sur l'entretien pour la réparation, c'est de l'argent que tu enlèves aux actionnaires. Et d'ailleurs, la politique du CN, elle est claire. C'est qu'on on fait le minimum pour que la structure soit intègre, pas plus. Donc, le reste, on s'en fout. Une question de Benoît qui est en ligne. Qu'est-ce qu'on fait pour préserver un pont lorsque celui-ci, en question, est de propriété privée, mais de notoriété publique, donc héritage patrimonial? C'est la grande question un peu. Là, c'est le CN qui a le mandat. Le MTQ, par contrat, doit mettre un certain montant aussi pour l'entretien minimal, mais le CN ne s'occupera jamais de l'esthétisme. Jamais. Alors, quelle serait la solution? Est-ce que ce serait une reprise totale par le gouvernement? C'est clair. Que ce soit, moi, je total? pense qu'il faut que le fédéral répare l'erreur qu'ils ont commise en 93. Tout le monde est d'accord là-dessus. C'est ça qu'il faut. Il faut qu'ils reprennent le pont. Oui, tout le monde en général. Je parle dans la région.
Puis ça devrait être le fédéral, le provincial ne pourrait pas reprendre ça? C'est un pont fédéral. Pourquoi à Montréal, le pont Jacques-Cartier? Mais le pont La Porte est un pont oui, provincial. à l'époque, ça s'est négocié comme ça. Mais le pont de Québec, c'était fédéral. Le pont Champlain, c'est fédéral. Le pont Mercier, il y en a un qui est fédéral. Il y a plein de structures fédérales. Le pont La Violette est provincial. Oui, il y a à peu près comme 11-12 à Montréal qui sont provinciaux aussi. Il y a une certaine époque, c'est à Voie-Maritime du Saint-Laurent. Tu n'as pas le choix, il faut que toujours le fédéral intervienne. Si tu fais quelque chose à voie navigable, il faut la permission du fédéral pour faire de quoi. OK. Donc, le pont La Porte, quand il a été construit, c'était par permission fédérale. Ils ont fallu qu'ils donnent l'aval pour qu'ils le construisent. Mais puis si le gouvernement du Québec décidait, bon, on est en campagne électorale, on le dit, là, que c'est le 1er octobre, puis on parle beaucoup du troisième lien et tout ça, là, mais si le gouvernement provincial dit, nous autres, on va s'en occuper, on va le revaloriser, on va remettre... Tant mieux, mais moi, je pense que ça serait une erreur. Ça serait une erreur? Oui, pourquoi? Moi, le fédéral doit réparer l'erreur. OK? C'est pas le provincial, c'est le fédéral. C'est M. Chrétien, quand il a donné le pont, donné le pont CN, c'est là qu'il a commis l'erreur. Il faut que cette erreur-là soit réparée par le fédéral. Et ce pont-là, il faut le donner à des gens qui savent comment construire et entretenir des ponts. C'est la Société des ponts Jacques-Cartier et Champlain. Ils travaillent actuellement pour prolonger la vie du pont Champlain, du pont Jacques-Cartier jusqu'en 2040. J'ai rencontré l'équipe, c'est des gens experts dans le domaine. C'est des ponts similaires. Ils savent quoi faire. Ils ont l'expertise. Puis ils travaillent avec le privé aussi, mais ils ont le savoir-faire. Il ne faut pas amener ça au gouvernement ou à une société à part qui n'ont pas les connaissances. Amener ça à des gens qui ont des connaissances. Mais ça pourrait être le gouvernement je spécule, là, du Québec qui décide, nous, on le reprend en main, on va mettre l'argent pour, puis on va se confier à cette société-là quand même. La société appartient au fédéral, c'est ça que je comprends? C'est une société qui appartient au fédéral. Et on ne pourra pas en créer une similaire? Ça serait inutile, selon moi. Ça serait gaspiller de l'argent. Ah oui? Je vais vous dire une chose. Vous savez, ces ponts-là, Jacques-Cartier, Champlain, pas Champlain, mais en tout cas... Oui, Champlain aussi, l'ancien. Champlain aussi, la plupart ont été construits pour répondre à un besoin du commerce international, du commerce canadien. Parce que le Canada, comme je vous ai déjà parlé en privé, c'est que 50% des revenus d'exportation du Canada sont liés aux ressources. Beaucoup de ces ressources-là, c'est des ressources brutes par des entreprises qui ne sont pas nécessairement canadiennes puis qui ne payent pas beaucoup d'impôts ici. Payent pas les minières, entre autres. Les minières. On sait que le Canada est un paradis fiscal de minières. Le bois, pâte et papier. Pâte et papier. Puis l'autre partie, ce sont les conteneurs. On importe, ça, je n'ai pas les statistiques, mais j'ai l'impression qu'on importe, à part l'alimentation, une grosse partie de toutes nos affaires via des conteneurs. Puis, ça passe par la voie maritime. Ça passe pas tellement sur les ponts, mais en tout cas. Et à Ottawa, il y a une pensée que juste les ponts internationaux sont propriété fédérale, devraient être de propriété fédérale. Alors, il y a un problème de compréhension ou d'évaluation de l'impact des ponts. Le pont de Québec, d'après moi, là, il y a, je dirais, au moins 50%, peut-être 80-90%, qui est dû à des opérations de commerce international pour la part du Québec, puis tout ça. Parce que parce qu'il faut l'amener au bateau, là, donc ça passe par le pont. La structure, le poids de la structure ou le volume de la structure, le coût, est principalement basé pour rencontrer les trains. D'ailleurs, ça a été fait pour ça. Et c'est une responsabilité fédérale, d'après moi. OK. D'après ce que je dirais émotivement, là, légalement, probablement que c'est bien mêlé, mais c'est une responsabilité morale fédérale. Et la même chose que les autres ponts à Montréal. La semaine passée, il y a 2 semaines, j'étais à la MRC Salaberry de Valleyfield, là, qui là, le barrage au fil de l'eau, j'ai oublié le nom, là, Beauharnois. Et le canal Beauharnois a été construit, ça appartient à Hydro-Québec. OK. C'est la voie navigable du Saint-Laurent, donc il y a le fédéral. Il y a 2 ponts qui passent. Il y a une partie qui est provinciale, puis la partie de vente, c'est le fédéral. Mais une autre société, c'est très compliqué. Mais il y a des ponts qui appartiennent au fédéral. Il y en a plein. Il n'y en a pas seulement ici au Québec, il y en a ailleurs. Donc, il faut revenir à l'histoire. Au départ, ce qui détermine, c'est vraiment la vocation économique qui serait internationale. La vocation initiale, c'était dans le but, justement, de relier 2 rives au niveau économique. Quand on remonte, M. Debreu a dû en parler, il y avait un but de construire le pont de Québec.
Il a toujours appartenu au CN. Tout pont a une vocation économique quelque Oui, part. Il faut mais faire c'était- circuler les gens pour la main-d'œuvre. La et pour, main-d'œuvre, mais c'était des. Il y a vu, il c'était y a pour les trains. même pas de camion. Ils ont transport de marchandises. Pas- Donc, au départ, c'était fédéral. Il faut que ça redevienne fédéral. C'est aussi simple que ça. Bien, Il faut en que quoi, M. Trudeau... vous disiez tantôt, ça coûterait de l'argent inutilement de On n'a- reformer une autre on n'a société. on n'a pas à redonner la responsabilité financière à la province de Québec d'un problème fédéral. Pour moi, c'est un problème fédéral, ça a été causé par le fédéral, il faut qu'il le reprenne en main. Quand ils reprennent ça en main, ils donnent ça à des gens compétents, puis il y a des gens très compétents, même si à Montréal sont compétents, au niveau de la Société des ponts Champlain et Jacques-Cartier. Puis eux, ils viendraient s'en occuper ici. Là. Il n'y aurait pas, de problème là-dessus. Il y aurait, au niveau, tu fais ça à distance, ils viennent un bureau aussi, peu importe, ils sont capables de s'en occuper. Ils s'occupent du pont Mercier, ils s'occupent du pont Champlain, ils s'occupent de l'ancien et du nouveau. Jacques Cartier. Et ils s'occupent du pont Jacques-Cartier. Parce que là, on a vu qu'il y avait commencé à illuminer puis à le mettre Oui, en valeur ils aussi, sont- à montrer il y a sa un- beauté un peu. Là. Exact. Ils ont fait une bonne job, contrairement au pont Ça de s'en Québec vient, ici. ça s'en vient. Mais là, il y a un programme de prolonger la vie du pont Jacques-Cartier qui va l'amener en 2040 ou 2045. OK. Et c'est possible aussi. Un pont, regardez le pont Champlain. Qu'est-ce qui ne marche pas dans le pont Champlain? C'est pas la partie en acier, c'est la partie en béton. C'est là qu'il y en a un problème au pont Champlain. OK. La partie en acier est encore bonne. On va la défaire. Mais la partie en acier est encore bonne. Quand on Parce que entretient bien une structure d'acier, les socles sont pas. il n'y a pas de raison qu'il y ait des problèmes. C'est à Donc, cause du gel et des gels, ça? le béton, il y a plusieurs raisons, mais le béton se dégrade avec le gel dégel puis le sel. Puis c'était du béton bécontin, c'est une technologie à l'époque qui était pas assez connue. Le pont devait durer 100 ans, puis après 60 ans, fini. Donc OK. il y avait eu un problème initial, c'est une mauvaise conception qui a été faite. OK. Mais la partie métallique est bonne. Euh, Allez-y. Pour revenir sur la question des déformations, aussi, j'ai montré des déformations sur le poteau principal au-dessus des piétements. Le poteau, les plaques ouvrent en portefeuille ou en accordéon. Cette pièce-là, plus les deux pièces, les deux premières membrures en cas, au-dessus du piétement, ou des choux, Socle, ouais. déforme. Parce que la première a un effort, pas celle centrale, mais les deux premières ont un effort supplémentaire parce que le reste de la structure pèse dessus complètement pour le déformer. Parce qu'il est comme une espèce d'équerre ou de contreventement qui est pris sur le piétement. Mais on voit bien qu'il rouvre en portefeuille en phase plastique. Ça m'apparaît Est-ce que c'est là qu'ils sont en train de travailler? Impossible à corriger. Ce qui m'amène à penser que le pied, dans le pied, là, le pied où on a travaillé, c'est la compagnie Canmec-Euler Construction qui travaille là, qui ne bouge que dans deux directions à cause du fait que les poteaux principaux penchent. Il y a comme un effort en arrachement sur la base, puis que les pivots doivent subir quelque chose. D'ailleurs, c'est ce que j'appelle le talon d'Achille, le talon d'Achille de ces structures-là. Parce que sur le pont de la Fort, il n'y avait pas de patente comme ça, mais c'était des plaques qui coulissaient. Puis une des plaques qui ont été obligées de ressouder, mais cherchez pas l'information, est disparue. La compagnie britannique de chemin de fer a retiré. Le toute pont de la l'information. Fort, là, on l'a ici, là. Je vais juste Ouais, le montrer. Et Voilà c'est le fameux pont de la Fort qu'on dit Bon. toujours, c'est le jumeau un peu du pont de Québec, là, parce qu'il est un peu semblable, sauf qu'il est fait pour les trains uniquement. Il est plus long, mais son empattement est un peu moins long. C'est pour Il ça est que plus aérien. Plus aérien. Il est fait en tube, un peu avec des techniques de construction navale de l'époque. Architecturellement, il est beaucoup mieux fait. Puis les chiffres qu'on présente, à un moment donné, il y a des gens qui se sont pétés les bretelles à Québec pour dire que le pont de Québec était plus efficace pour la longueur de la portée. Mais ça dépend comment on calcule, on monte les chiffres. J'ai montré des tableaux que le pont de la Fort était plus efficace que le pont de Québec pour porter le poids de la structure versus le poids des charges.
Mais il n'y a pas de voiture, puis les trains semblaient moins lourds Ben, selon vos recherches. Il n'y avait pas de voiture non plus. Il n'y a pas de voiture du tout, il n'y a pas de problème de rouille, il n'y a pas de problème de sel, il n'y a pas de problème C'est de... ça. Mais c'est quand même dans la mer, c'est de l'eau salée. Brackish, comment on dit ça? Je suis allé déjà. Saumur. Ouais, c'est pas salé les comme marées. en grande mer. Les marées qui montent. En grande mer, là. Mais de toute Ça peut façon... attaquer un peu le bas, mais ils peuvent le protéger Le bas est suffisamment. en béton, là. C'est la partie béton ou c'est la partie probablement des Ça, le pierres, sel n'a quelque pas chose. d'effet Non. sur le béton. Ben, il n'y a pas de gel là-bas non plus. Il y a pas de hein. gel, Il y en a, c'est mais la pas comme question ici. aussi, Il y en a, hein. mais pas comme ici. Là. Est-ce qu'on peut les comparer tant que ça dans la restauration? Non. C'est On a un difficile, climat très hein. agressif, complètement différent de ce pont-là. Parce qu'on n'a pas un climat facile au Québec. Là. Puis aussi, en Angleterre, les trains sont plus légers. C'est des trains passagers en général. Les trains sont relativement plus légers qu'ici, puis beaucoup moins c'est pas du vrac, là, pratiquement pas beaucoup. Parce que c'est John Andrew qui avait fait la restauration du pont, qui était venu ici Ouais, le je présenter. l'ai rencontré. Vous dites qu'il y a vraiment... Il n'y a pas vraiment de similitude. On ne peut pas vraiment se baser sur ces travaux. Moi, je préfère parler du pont, comparer ça au pont Jacques-Cartier. Là, on est un a le pont même similaire. C'est des poutres assemblées. C'était peut-être un peu plus moderne, mais c'est quand même des années 30. Donc, je suis bien plus proche du pont de Jacques-Cartier que de Falkbridge. OK. Et le climat est pareil. Le ciel est là. Donc, c'est bien plus proche le pont de Jacques-Cartier que le pont, ce pont-là. OK. Pour continuer, ce que je disais, c'est que le pont de Québec, après la modélisation qu'ils ont faite lors du transfert, qui a fait avec le modèle SAP 90, dans cette modélisation-là, il parlait que les contreventements étaient calculés comme élastiques, parce qu'ils font des raccourcis. On monte parce que les ordinateurs ne sont pas capables, étaient pas capables. Aujourd'hui, je ne sais pas. Mais les déformations sont bel et bien là, en phase plastique sur les contreventements, sur certaines pièces principales, sur le poteau principal, sur les main posts, là, je ne sais pas comment. Et d'après moi, le pont il subit une déformation, les premières étapes d'un renversement. Là, ce que Ça vous a dites, pas été M. Raymond, mesuré. vous y allez fort quand même. J'y vais fort. Vous y allez fort parce que moi, là, je fais confiance aux ingénieurs qui travaillent là-dessus. Si vraiment c'était comme ça, le pont serait fermé. Il serait fermé, il n'y a plus un auto qui passe là-dessus, il n'y a plus un train qui passe là-dessus. Ce que vous dites là, vous faites peur au public, là. Le pont est en train de renverser, là, c'est, pour moi, là, vous faites peur au public. C'est pas ça que je dis. Quand on parle de renversement, c'est qu'il est en train de basculer hors de... J'ai pas vu, mais il va partir sur le côté. À chaque action d'une charge, Oui. il y a une réaction. Là, ce que je dis, et effectivement, je dis qu'il y a une déformation en phase plastique, puis qui est déformé latéralement parce que je l'observe sur les poteaux. Les logiciels d'aujourd'hui, SAP 90, peu importe, SAFI, les logiciels d'aujourd'hui, modernes, sont capables de calculer tout ça sans aucune difficulté. Et s'il y avait un problème, OK, les ingénieurs le sauraient. Ben, moi, Okay? Puis il y aurait une intervention. Ce que je Parce dis, que c'est qu'ils ont augmenté le poids des trains. Peu importe. Ce que je dis, c'est que même si on augmenté le poids des trains, il n'y avait pas le choix. En tant qu'ingénieur, ils n'ont pas le choix de vérifier que le pont reste intègre. Ils n'ont pas le choix. Non seulement pour une question de public, parce que CN ne veut pas perdre le pont. Même s'il ne va pas maintenir la peinture, il ne va pas le perdre, ce pont-là, le CN. Le gouvernement du Québec non plus. Donc, ils n'ont pas le choix de vérifier. Les ingénieurs font des analyses avancées. Les ordinateurs, moi, je fais des calculs de crash automobile sur un pont. Je suis capable de simuler ça. Oh. OK? Les calculs sont très avancés aujourd'hui. À l'époque, c'était calculé à mitaine. OK? C'est pour ça qu'il y avait des hypothèses, mais quand je parle avec Denis Beaulieu, il dit toujours, ce pont-là, il y a 2 fois trop d'acier là-dedans. C'est vrai qu'il y a beaucoup trop d'acier. Trop d'acier, puisqu'il ne voulait pas qu'il tombe. Il ne voulait pas répéter l'expérience de traumatisme qu'ils ont vécu. Donc, pour moi, ce pont, je n'ai pas fait d'analyse, mais je pense, en tant qu'ingénieur, je ne peux pas critiquer quelque chose que je n'ai pas vérifié. Je suis encore membre de l'ordre d'ingénieur, je ne peux pas dire que le pont est bon. Mais ce que je peux dire, c'est que les ingénieurs qui s'en occupent, ils n'ont pas le choix. C'est ça. Ils n'ont pas le choix avec le code de déontologie, C'est les pour moyens modernes, de s'assurer que le pont est intègre. Moi, je voudrais vous faire un petit commercial. C'est pour ça qu'on a fait une pétition au Parlement canadien avec le professeur Michel Duguay, qui est physicien. On demande au gouvernement fédéral de publier les rapports du pont, parce que le CN les remet au fédéral,
il y a toute une série d'ingénieurs qui font le tour, et de nous dire clairement que le pont est sécuritaire, qui ne déforme pas, qui est bon pour... il y a quelqu'un de très en vue qui a dit qu'il est bon pour 75 ans puis qui est parfaitement sécuritaire, bien, qu'ils nous répondent puis qu'ils l'écrivent, que les ingénieurs signent leur rapport. Pour moi, une infrastructure publique ou d'usage public comme celle-là, les ingénieurs devraient, surtout en fin de vie utile, signer des certificats de sécurité. Qui est responsable en ce moment? C'est le CN ou c'est le MTQ? C'est le CN. Le CN, point. Je vais prendre encore un exemple du MTQ. Le MTQ fait plein d'études sur des ponts. Moi, j'ai vu sur le pont de la Violette, j'étais appelé, il y avait une fissure qui se propage. Dans un élément du pont de la Violette, le MTQ a fait ce qu'il avait à faire, ou les entrepreneurs, ils ont fait un percé au bout de la fissure pour arrêter de propager la fissure. Mais le MTQ n'acceptera jamais de publier tous les rapports sur l'état des ponts. Alors, le CN ne veut pas, mais comme c'est un dossier politique, moi, je suis d'accord qu'il le donne. Ouais. OK? C'est un dossier politique, mais que les gens du fédéral, Transport Canada ou je ne sais trop, disent, écoutez, pour rassurer la population, venez faire une conférence de presse, vous donnez-nous des documents juste pour rassurer la population. Faites signer vos ingénieurs. Les ingénieurs, ils n'ont pas le choix de tamponner les plans. Aussitôt que tu fais soumets au CN, c'est le privé qui fait ça. Aussitôt que tu mets des plans de réparation ou des analyses, l'ingénieur tamponne puis il signe. Tout est tamponné et signé, tu n'as pas le choix, c'est la loi de l'ordre des ingénieurs. Donc, tu as un nom qui rend ça public. Et c'est signé. Je vais prendre un exemple d'un pont qui est tombé sur la rivière Sainte-Marguerite en 1982-83. Mais un ingénieur qui avait conçu ça, OK, il a fait une erreur, il a été banni de l'ordre. Il est resté au ministère des Transports, mais il ne pouvait plus pratiquer son génie pendant un certain temps. Mais c'est lui qui avait tamponné, signé. Le gars, un autre au-dessus avait vérifié, tamponné. Donc, il y a un suivi de savoir qui a approuvé ça. Okay. Et ils n'ont pas le choix. Donc, on le sait, ça. On le sait, les ingénieurs qui ont... Enfin, si c'était public, on le saurait. Mais ce n'est pas public. Moi, je dis oui. Comme c'est un problème public... C'est juste par question de responsabilité sociale de l'entreprise que ça devrait être fait, mais ils n'ont pas d'obligation. Et je pense que ça devrait être fait parce que ça devient politique. Et est-ce que le gouvernement fédéral ou provincial pourrait faire une loi pour obliger le CN à rendre public ses rapports? Provincial, non, parce que le CN, c'est une juridiction fédérale. Okay. Donc, le provincial ne peut rien faire. Okay. C'est vraiment le fédéral seulement qui peut faire de quoi. Donc, si M. Garneau, qui s'occupe des transports, le ministère des Transports, Transport Canada, veut faire de quoi, mais il pourrait demander au CN gentiment de le faire ou éventuellement avoir une espèce de contrainte juridique pour qu'il puisse le faire. Parce que... De dire à la population, voici... Le pont n'a pas de problème, voici pourquoi. S'il arrive une catastrophe naturelle, des grands vents... ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Tremblement de terre, par exemple. Ben, ils n'ont pas le choix. Avec les nouvelles normes sur les ponts, le pont de l'île d'Orléans va être défait. Oui. Parce que les nouvelles normes tremblement de terre obligent à le défaire. L'hôpital de Baie-Saint-Paul va être défait. Parce qu'il va défaire quand? Est-ce qu'il y a des plans... Est-ce qu'on va y arriver peut-être dans le troisième lien quand on... Dans quelques temps, je sais qu'il avait parlé d'un pont au Banné, je ne sais pas où ça en est rendu, mais il y a des rapports qui ont été rendus comme quoi au niveau sismique, il est vulnérable. Okay. Ben, le pont Québec, ils n'ont pas le choix de l'analyser au sens sismique. Et contrairement au pont de l'île d'Orléans, il est sur le roc, donc c'est moins payé. Donc, ils ont fait des analyses sismiques. Ils n'ont pas le choix. Ça, c'est des analyses de modélisation 3D. Modélisation, il y a des normes, ça peut être 3D, ça peut être des méthodes Est-ce qu'on peut vraiment recréer virtuellement cette structure-là qui est assez particulière et qui n'a pas d'équivalent dans le monde? Hier, j'étais justement dans un colloque, ça s'appelle un centre interuniversitaire d'études des structures sur charge extrême, et on simule des tremblements de terre avec des bâtiments complets, on voit la fissuration d'un poutre qui arrive, on voit les mouvements, ça simule. On est capable de simuler ça aujourd'hui. Moi, j'ai présenté... Donc, vous pensez qu'ils sont obligés, en fait, quand ils ont fait leurs deux rapports secrets, ils sont obligés de faire cette simulation-là aussi? Ils n'ont pas le choix, soit par pour un vieux pont comme ça? Ils n'ont pas le choix. Toutes les structures doivent être évaluées en fonction du niveau d'ordre sismique. Ils n'ont pas le choix de le faire. Bon. Okay. Mais pour moi, là, cette structure-là, j'ai un petit peu examiné cet angle-là des charges extraordinaires, comme vous dites. Il y a aussi des accidents parce que, comme je vous dis, les trains ont augmenté. La taille des wagons, c'est vraiment surprenant. Dimanche dernier, j'étais sur le pont en voiture.
Le pont a pris, il passait un train avec 4 locomotives, 2 en avant, 2 en arrière, puis des trains de grains, je crois, qui rentraient à Québec. Et le pont a pris un angle, ce qui est normal, mais le niveau de l'angle m'a posé des interrogations, disons, le degré d'angle qu'il a pris. Et aussi, tous les rapports précédents que j'ai vus qui ont été publiés ne parlaient pas de déformation. Mais comme ils ont augmenté, je me pose des questions. Est-ce que potentiellement il y aurait quelque chose qui aurait changé? Je ne sais pas. Mais il y a des études qui existent. Mais les études sont incomplètes. On me dit, j'ai lu un peu la littérature, on me dit que beaucoup de ces études de modélisation-là étaient optimistes. En plus des études de 3D, il faut qu'ils analysent les nœuds de structure. Parce qu'il y a des points où ça déforme, puis en analysant, puis en regardant les déformations, ils vont voir qu'il y a peut-être des efforts qu'ils n'avaient pas prévus. Parce qu'ils ont prévu que tout ça, tous les contreventements étaient élastiques. Mais, je veux dire, les faits sont les faits, il y a des déformations. Visible à l'œil. Moi. Puis, d'après moi, quand c'est rendu en phase plastique, je dis pas que le pont est dangereux, je dis, il y a peut-être que les marges de sécurité sont pas là partout. Est-ce qu'il y a une exception? Parce que c'est une grande c'est patrimonial, c'est spectaculaire, je ne sais pas, il y a quelque chose de très qui vient du cœur, là, au niveau de l'attachement au pont de Québec. Est-ce qu'il y a une exception de règles ou non, ce sont exactement les mêmes règles de sécurité strictes? Écoute, tu n'as pas le choix. Une structure, on veut qu'on se comporte toujours élastique. On ne veut jamais qu'elle ait en phase plastique, sauf dans le cas que c'est prévu en conséquence, dans le cas des tremblements de terre, par exemple, extrêmes. On veut que la structure se déforme plastiquement pour dissiper l'énergie, mais qu'elle reste debout pour permettre, par exemple, aux gens de sortir du building en sécurité. J'étais à Nouvelle-Zélande il y a quelques années, il y a eu un tremblement de terre à Christchurch, puis il y a beaucoup de bâtiments qui sont tombés, puis ce n'était pas conçu en conséquence. Donc, on veut qu'une structure travaille toujours en régime élastique dans des conditions normales. Les conditions normales, c'est qu'il y a un trafic routier, un trafic ferroviaire, il y a des vents, il y a de la glace, il y a un tremblement de terre. Il peut arriver des cas extrêmes qui peuvent amener que le pont va se déformer en phase plastique. OK? Ça peut arriver. Mais, dans les cas normaux, il ne doit pas y avoir de déformation plastique. Et pour ça qu'on fait toujours une analyse élastique. Puis quand on a fait l'analyse élastique des logiciels modernes, s'il y a un problème quelque part, on voit que ça dépasse, par exemple, la limite, ça rentre en phase plastique. Là, on peut faire des études plus locales. On va prendre un morceau du pont. On va l'analyser plus local pour savoir qu'est-ce qui se fait. C'est possible aujourd'hui. En modélisation numérique, c'est incroyable tout ce qu'on peut faire. Est-ce qu'ils le font? Je ne sais pas. Est-ce que les gens qui font l'analyse du pont, est-ce qu'ils le font? Est-ce qu'ils ont des outils vraiment modernes pour le faire? Est-ce qu'ils utilisent des bons outils? Je ne sais pas. Mais ce que je dis, c'est possible de le faire. Et moi, ce que j'ai toujours dit aux policiers, on coûte 400 millions. Hein, on arrive au coût, oui, justement. Mettez 1% de ça pour faire une étude avancée par des gens indépendants. Bon, mettez 4 millions. C'est rien, 4 millions sur 400 millions. Mais est-ce qu'ils ont le droit, eux, de faire des études, même si c'est un pont privé? Si le fédéral veut le faire, le fédéral dit, moi, j'ai tous les plans à mon bureau. Les plans du pont, c'est très complexe, je les ai tous. Bon. Demain matin, si j'ai un contrat pour faire la modélisation, on va le faire. C'est ça, vous magasinez un contrat, vous Non, il n'y en a pas. Non, je veux dire, si le privé veut le faire, il n'y a aucun problème, c'est possible de le faire. Donc, il faut, si l'OCN ne va pas donner ses études, mais que quelqu'un investit au fédéral ou au provincial, les élections s'en viennent, investit 4 millions, puis donne un contrat à quelqu'un qui fasse une étude détaillée de la structure. Et là, on va savoir qu'est-ce qu'il y en a. Puis, au niveau de la durée de vie, est-ce que vous êtes capable d'estimer ça ou là, on ne sait pas, ça va prendre ces études-là, justement? La durée, il y a deux choses. L'étude va nous dire, est-ce que sur les charges actuelles... Habituellement, c'est à peu près 100 ans, puis là, il vient d'avoir 100 ans il y a quelques années. On prolonge la durée de vie du pont Jacques-Cartier jusqu'en 2045. OK. On travaille là-dessus actuellement pour le prolonger jusqu'en 2045. Il a été fait en 1930 quelque chose. 1930, OK. Donc, il est possible de prolonger la durée de vie de la structure de métallique. En béton, c'est impossible. Quand en béton, ça commence à fusionner et craquer, c'est facile. Okay. Comme le pont de Champlain, ils vont le défaire. Est-ce que les fondations de béton sont assez solides pour... c'est ça qu'il faut vérifier aussi. Oui, il n'y a pas de problème aux piliers. OK. C'est des... En fait, apparemment, il n'y en a pas. Puis ça fait longtemps qu'ils sont là. Mais s'il y a des problèmes, c'est facile. Ça peut être renforcé.
OK. On peut faire quelque chose alentour pour les renforcer, il n'y a pas de L'armature. problème. Mais si tu as une structure en béton où tu as des éléments qui sont fissurés, c'est pas capable de changer des pièces principales, mais t'es fait. En acier, c'est possible. Il y a des pièces qui sont pas remplaçables. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous, ce qu'on appelait la corde inférieure, la partie en compression, c'est impossible à remplacer. OK. Comme les suspentes, comme les câbles principaux du pompier à la porte, on ne peut pas les changer. Les suspentes, oui. D'ailleurs, ils vont le faire. Le câble principal, il ne peut pas être changé. Le câble, ça, c'est le câble qui part de la tour, qui C'est ça, fait une courbe qui fait une jusqu'en bas. courbe. Et les Les suspentes, suspentes, c'est toutes les petites cordes les petites verticales. cordes qui viennent soutenir le tablier. Ça, c'est ce qu'ils doivent changer en ce moment. J'ai compris qu'il allait changer les suspentes du pont. Mais les deux gros talons... Ça, en les faisant une c'est- par une, ça n'a pas d'influence sur Tu es le capable reste, de mettre là. C'est ça, une hein. charge temporaire ou un élément temporaire qui va supporter, puis tu es capable de le faire. Le pont Champlain, avec Attends, c'est pour supporter le poids de la corde? Ou les cordes... Ils servent à quoi, les cordes verticales, en fait? Les Les suspentes, ouais. Ils ramènent le poids du tablier, ils ramènent au corps principal. Le corps principal est en tension, ils ramènent les charges au plié principal, puis il y a des ancrages au sol de chaque côté par la suite. OK. Donc, le cheminement des forces, c'est le poids de la gravité, finalement. Uh-huh. Monte dans les suspentes, il s'accroche au câble, à chaque place. OK. Et le câble, il travaille en tension, puis lui, il ramène des charges au plié, puis aux ancrages. OK. Donc, c'est un système qu'on fait encore, mais moins, parce que c'est difficile à réparer. Alors que les ponts bannés, on peut changer des haubans. C'est OK. prévu. Le pont Champlain, c'est prévu, dans 60 ans, ils vont changer les haubans. Et c'est déjà prévu. Il y a même des câbles redondants, il y en a trop, pour être capable justement de réparer ces câbles-là et de les remplacer. Donc, OK. on conçoit maintenant pour être capable de réparer, parce que le pont doit durer 125 ans. Hein. OK. C'est ça qui est prévu. Donc, pour moi, un pont d'acier peut durer longtemps. Tant qu'il est en phase élastique, tant qu'il n'y a pas de problème de fatigue, tant qu'on Tant le peinture. Tant qu'il n'y a pas Quand on les perd pièces pas- principales, essentielles, non Qu'on remplaçables, perd pas sont encore c'est viables. ça, qu'on perd pas d'épaisseur de paroi dû à la rouille ou par d'autres phénomènes. Donc, OK. il n'y a pas de problème pour une structure, pour moi, en acier qui a duré très longtemps. Puis si on va sur les coûts possibles, on parlait c'était 300 millions, je pense? Non, 300 millions, c'est pour le... 400 millions pour refaire le pont de Québec. Ouais. Ben, c'est ce qu'on... Pour peinturer. Ça, c'est Peinturer pour et réparer. Ça, c'est pour le Il y a des éléments. remettre à neuf À ou neuf, presque. en termes probablement 2 ou 3 couches, un après, 2 après, une peinture, puis une Puis remplacement des par-dessus. pièces, Remplacement au des pièces besoin. qui sont brisées ou maganées parce qu'ils ont fait une étude là-dessus. Donc, c'est 400 millions. Est-ce que c'est vrai ou pas vrai? Je ne sais pas. Moi, je l'ai vu le rapport. J'ai pas le droit d'en parler, mais c'est une estimation pas en détail. C'est une bonne estimation, mais c'est pas une estimation en détail. C'est préliminaire. Moi, j'ai déjà parlé avec quelqu'un qui avait des idées pour le pont, comment repeindre le pont de Québec. Il travaillait beaucoup sur le système d'échafaud. Un monsieur qui a dit qu'il faut désigner le système d'échafaud en fonction du pont de Québec. Il n'est pas adopté comment on installe les échafauds existants au pont de Québec. Il faut reconcevoir des systèmes d'échafaud Oui, oui. adaptables au pont de Québec qui vont accélérer le temps. C'est le temps de sablage, Le déplacement le déplacement d'échafaud. des gens, récupérer. Il faut adapter le système d'échafaud qui va être réutilisé d'une façon épisodique. Parce Donc, que là, ce qui est utilisé, c'est ce qui est utilisé à peu près sur tous les ponts de ce style-là, mais... ce que j'avais vu à l'époque, c'était pas terrible. OK. Mais je pense que le monsieur qui m'avait montré ça, je ne peux pas en parler, il avait Mais- vraiment conçu un système qui était vraiment intéressant, intelligent, pour accélérer le temps. Et diminuer les coûts, et forcément. diminuer les coûts. La question des coûts, je pense, c'est des courbes. Là, tu sais, je veux dire, le coût, tu le diminues avec l'entretien, puis tu le maintiens, mais ça continue. Ça continue à C'est ça, vous avez raison. Plus on va dans le temps, plus ça coûte cher. Oui, c'est ça. Hein. Parce que si on Ça, l'a l'étude dégradé, dont vous parlez à 400 millions, ça date de quand? 3 ans, M. Raymond? Puis est-ce que c'est Trois, quatre ans? est-ce que c'est boule de 400 neige? Mais d'après ça veut dire moi, quoi? Ben, est-ce que c'est boule de neige dans le sens que est-ce qu'à chaque année, ça augmente de plus en plus? Tout ce que je peux dire, c'est En qu'ils pourcentage de ils font des réparations, ils en font, ils font l'entretien, donc heureusement qu'ils font ça. Ça permet de garder les coûts de plus bas. Mais il y a des éléments qu'ils n'entretiennent pas parce qu'ils ne considèrent pas importants. Et à un moment donné, il va falloir les remplacer parce qu'ils sont plus peinturables. OK. Ils sont plus semblables. Donc, ça va augmenter les coûts. Donc, c'est sûr qu'avec le temps, les coûts vont augmenter. Si on ne fait rien, le coût va augmenter. Au niveau entretien et peinture, les coûts vont augmenter. Est-ce qu'il y a moyen de le bonifier au niveau de la circulation? Il y a déjà eu des idées de rajouter des voies de chaque côté. Il y C'est avait... pas viable, ça. Non, ça Non. ça se touche pas, ça, parce que bon, ça c'était une voie Non, juste pour les piétons, là, sur le côté, là, pour en bonifier l'aspect Ça, marcher je suis patrimonial, d'accord. là. Pour l'aspect, je dirais... Vélo, vélo, piéton, pour il n'y a que- pas de problème là. Avoir un point de vue intéressant sur le fleuve, pour le mettre en valeur, ça oui.
Mais pas pour les autos. On ne peut pas augmenter le nombre de voies, c'est impossible. Non. Je voudrais Les faire voies à l'extérieur de chaque une côté, remarque. on oublie ça. Non. Ça serait beaucoup trop cher. Et ça prendrait. On vient arrimer une nouvelle structure sur une ancienne structure, des aciers différents. Il peut y avoir des problèmes. Non, moi, je ne ferais jamais ça. Moi, je remarque une chose, c'est qu'on ne parle plus de tablier surbaissé. On semble retarder le remplacement du tablier. On fait les approches parce que c'est extrêmement urgent de refaire les approches. On les fait actuellement. On les peinture aussi. Les approches, avant d'arriver au pont, là, il y a des espèces treillis, de là. sections d'acier. Là. Ouais. Les gens les refont parce qu'ils étaient, même dans les premiers rapports, ils montraient que c'était extrêmement rouillé. OK. Et on fait ça. Mais je fais la remarque qu'on ne parle plus de surbaisser le tablier. Donc, c'est que le tablier, c'est là où les voitures passent. Ça a été on parlait de ça pour surélevé. le tramway, Le tramway, mais OK. le tramway aussi, ça va être son cas. Le tramway qu'on a à Québec, si on veut le faire traverser, il va falloir surbaisser. Ouais. Et On peut pas passer on sur n'en la voie parle plus. ferrée, par exemple? Remarquez bien qu'on n'en parle plus. Je ne sais pas si ça peut être relié à la voie ferrée. Je pense que ça pourrait être fait, sans doute. Mais c'est s'assurer qu'on les mène largeur de voie. Ouais, c'est mais après ça, il faut gérer le trafic avec le via-rail, avec le CN, sécurité. Pas évident. Combien de trains passent sur le pont Je chaque sais pas. jour? Non, pas de... Pour revenir aux charges extraordinaires, je ne savais pas qu'ils étaient obligés. Moi, dans mon domaine, on utilise des clauses grand-père. On scrape plutôt que de... On scrape assez plus vite, tout simplement. Puis, dans les cas des clauses grand-père, on se dit, ben là, ça a duré, le pont a duré 100 ans, puis il a enduré un tremblement de terre de force 6. Fait que, même si on prévoit un tremblement de terre force 7, c'est possible. Il y en a déjà eu un au Québec. Comme les vents, le pont il a été calculé avec des vents violents de, je pense, c'est 170 km ou 100 000 à l'heure, c'est à peu près ça. Puis, mais on en a observé de 250, 300 au Québec. Après ça, la grosse question, d'après moi, la pierre d'achoppement pour le pont sera peut-être le verglas. Parce que, avec la surface que le pont a, on a parlé de 10 cm de glace au Québec en 98. Le standard, je pense, c'était 49 cm pour Hydro-Québec. Là, je pense que c'est ça. 49, Avant, là, c'est rendu peut-être à 100. Ils renforcent certaines structures. En fait, ils ont changé le système. Ils ont mis des pylônes fusibles, là. Ouais. Mais parce que plus tu renforces, plus tu permets quelque chose de gros, plus ça prend des pylônes gros. Donc, ils ont des autres techniques. Puis, ils ont des techniques maintenant de déglaçage aussi pour les pylônes d'Hydro-Québec. Mais le pont Québec, effectivement, c'est un cas, s'il y avait un verglas important, avec toutes les étrusions et toutes les surfaces qui existent, ça peut amener une charge assez importante. Il n'y aurait pas le choix de fermer le trafic et d'enlever la glace. Comme ils font des fois avec le pont Québec. Ils font plus rapidement. Parce que ça tombe. Il n'y aura pas le choix, là. Oui, mais il n'y aurait pas le choix de le faire. Parce que là, le pont, il serait en danger. Ouais, c'est ça. La problématique, c'est que ces charges extraordinaires-là, on les prend une par une. Mais dans le cas du verglas, habituellement, le verglas est accompagné de vents violents, de vents importants. Peut-être pas violents, mais importants. Puis, en plus, il y a les charges qui ont changé, les wagons qui ont changé, la dangerosité des wagons. Quand on fait la conception de pont, on combine toutes ces des cas de charge avec des probabilités que ça arrive en même temps. Puis donc, s'il y arrivait quelque chose d'important sur le pont de Québec vers là, il serait fermé. On couperait, on le fermerait parce qu'il faut s'assurer qu'il n'y a pas de charge. Et on refait les études à ce moment-là. Et si ça arrive, on ferme le pont puis on le déglace. Tu n'as pas le choix. Si on s'en va vers un verglas comme on a eu à 98, on n'aurait pas le choix de faire ça. J'imagine que s'il y a un scénario d'intervention, j'imagine. Non, c'est parce ça. qu'ils n'ont pas le choix. Espérer. Okay, si on arrive, là, on va basculer sur autre chose. Si on arrive à la conclusion, on fait faire une étude, puis tout à coup on dit, là, il y a des morceaux essentiels, irremplaçables, il va falloir le démolir. Ils vont le faire après les élections. Mettons qu'on doit le démolir et le remplacer. Quelles seraient les solutions possibles?
Ça, c'est une Donc, hypothèse, on oui. le sait. Là, vous Si me tu- dites si- qu'en acier, OK, c'est viable, on est capable. On va regarder ce qui arrive déjà de démolir un pont, ce pont-là. Tu ne peux pas le démolir tant que tu n'as pas un autre lien qui existe. C'est ça. Donc, c'est comme le pont Champlain. Le pont Champlain, il marche encore. Mhm. Ils ont investi encore 220 millions depuis qu'on a commencé sur le nouveau pont Champlain, sur l'ancien pont Champlain pour le maintenir en service. Ben oui. Donc tu n'as pas le choix d'avoir deux liens en même temps. Donc, si on fait l'hypothèse que le pont Québec est fini, tu n'as pas le choix qu'il faut que tu fasses un autre lien avant de le démolir. Tu n'as pas le choix. Là, ça va être la grande question. Enlève-le le pont Québec. Là. À l'ouest, pour le à l'est. Ah, ben ça, c'est l'autre histoire. Pour le ferroviaire. Ben, pour le ferroviaire. Mais Si le trafic, 1 heure de plus, on serait comme à Montréal. Oui, mais si tu enlèves le pont de Québec, les gens qui ont. Le nouveau trafic, ça serait épouvantable. Les gens de l'habitude, là. C'est pour ça que... Donc, Mais avant si- de le mais défaire, si on c'est clair doit- que ça t'en fait un nouveau. Si on doit le faire pour Et- le ferroviaire, il faut le refaire là, au même endroit. Idéalement. Mais tu ne peux pas faire où tu vas le mettre où en attendant ton pont. Faut que tu l'installes à quelque côté part. Là. de la place. Donc, tu vas le mettre plus proche La du pont de la ligne porte, d'hydro, ça ne ouais. marchera pas. L'autre côté, il va falloir que tu Il n'y a pas despoiles. énormément de place non Il n'y plus. a pas tant de place que ça. C'est pas la solution. La solution, c'est de l'entretenir et qu'il reste là. C'est la solution. Mais ça n'a pas une durée de vie éternelle non plus. Encore une fois, qu'est-ce qui fait qu'un pont en acier n'est plus bon? C'est les la éléments que rouille, vous avez nommés la tantôt, rouille, mais- OK? Mhm. Et la fatigue. Mhm. OK? Un métal, ça fatigue. Si tes amplitudes de contact sont en deçà de certain niveau, il ne fatiguera jamais. Donc, Ce que vous me dites, c'est que ça pourrait être un pont il pourrait- éternel. Il pourrait encore durer 100 ans. Selon moi, il y aurait 100 pas... ans, c'est pas éternel. Non. Mais c'est pas éternel. Parce qu'on ne peut pas prédire combien de temps ça va durer, mais tout est... Il faut faire une étude, avancer, pousser, pour savoir si ce pont-là peut durer 100 ans. Mais selon moi, il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas durer 100 ans. Mais je pense qu'il faut faire l'étude. Maintenant, c'est maintenant qu'il faut faire l'étude. Il faut investir immédiatement. quelques millions pour comprendre ce C'est pont-là. ça. Il faut que le fédéral, ou le provincial, ou les deux, ou la Ville de Québec, décide, hey, on va avoir le cœur net, si elle ne veut rien nous donner, mais parfait, nous, on va faire l'étude. Nous, on va payer une entreprise qui va faire l'étude, qui va nous donner leur juste. Mhm. Parce que Et prendre la décision peut-être de le reprendre en main à ce moment-là, si les choses ne sont pas faites suffisamment. Mais moi, malgré tout ça, il faut le reprendre en main maintenant. maintenant, Il faut Malgré tout. Malgré tout, Immédiatement. maintenant. Immédiatement. C'est un pont qui doit revenir public. Il doit appartenir à nous. Et non pas à une entreprise privée. Et qu'on fasse payer CN pour passer dessus. Les droits de passage. Mhm. Ouais, comme on fait payer. Et il y a pour- plusieurs façons de le remettre en valeur, de le Oui. financer même, Là, par le tourisme et par... la grosse bon, question... on en a parlé en Ouais. masse La grosse avec Michel Desbos. question avec le CN, et c'est de la reprise du pont. M. Andrews, qui était venu pour le pont de Québec lors de la conférence, nous a mentionné qu'il faudrait faire un audit technique et financier pour voir si ça valait la peine de reprendre le pont. Je parle du gouvernement fédéral. D'après moi, c'est un énorme passif, le pont. C'est un actif pour la population, mais quelqu'un qui prend ça, il prend un gros budget. Et il faut faire les calculs pour voir si ça tient debout. Il faut trouver les moyens de d'après financer, moi, là, le nouveau moyen de ce que j'ai conseillé à quelqu'un du niveau politique, c'est que non seulement il devrait reprendre le pont, mais il devrait reprendre les rails dans la région et les terrains. Parce que quand ils ont cédé le pont, ils ont cédé le rail et les terrains. Et on s'en vient actuellement avec des projets multiples de trains de banlieue, de trains à fréquence, trains à grande fréquence. On ne parle même pas de haute vitesse pour le moment. Mais c'est, je crois, dans la pensée du gouvernement fédéral de reprendre le rail. Mais le rail, comme je vous disais tout à l'heure, c'est 98% pour des entreprises qui ne payent pas beaucoup d'impôts ici, payent beaucoup de taxes. Et en Angleterre, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont repris le rail avec les entreprises 50-50. Mais en Angleterre, ça sert pour des passagers. Les autres servent de bateau pour transporter le vrac. Et d'après moi, là, le pont de Québec, il faut le remettre au fédéral, que le fédéral devienne responsable. Mais à plus long terme, on va reprendre l'ensemble du réseau ferroviaire au sud,
parce que le fédéral a déjà pensé que pour les ressources, il faudrait qu'il fasse un corridor des ressources. Un corridor des ressources. Il y a déjà plusieurs études autour de ça. Transporter tout ce qui est vrac et ressources ailleurs que dans le milieu des villes et des villages. On va basculer un peu plus sur le troisième lien maintenant. Bon, on a parlé déjà un peu du pont La Porte, des choses qui étaient à changer, tout ça. Bon, on peut parler un peu des pelades qu'il y a eu rapidement. Là, c'est de la colle qui manquait entre le béton et l'asphalte, tout simplement. Il n'y a rien de grave là-dedans. J'ai peut-être juste une question là-dessus. Est-ce qu'on met suffisamment d'argent pour faire du long terme quand on fait ce genre de réparation-là, ou ça a été une courte vue à ce moment-là? À mon avis, c'était. Je ne sais pas à quel moment l'intervention est arrivée. Si c'est arrivé en hiver, souvent on va faire une réparation temporaire, puis on sait qu'il faut réparer après. Ça a commencé à lever en hiver, ça c'est sûr. Mais... Oui, mais je ne sais pas s'il y a eu une réparation temporaire en hiver, puis ça a levé en hiver, ou c'était un mauvais matériau. Ça arrive aussi. Ça arrive, ça. C'est pas toujours à l'abri. C'est pas nécessairement en fonction de l'investissement qu'on y met. On ne fait pas le même contrôle de qualité sur le pavage que sur un pont. Quand tu fais construire un pont, tu as un contrôle de qualité qui est super important. Le pont, on avait une conférence sur le pont Champlain, le nouveau Champlain. C'est incroyable tous les contrôles de qualité qu'ils font, parce qu'ils veulent, ça dure 125 ans. Ben oui. Un d'asphalte, tu sais que ça ne durera pas 30 ans, 20 ans. Tu sais. Donc, ils font peut-être pas assez de contrôle de qualité, puis il y a eu un problème de contrôle de qualité, puis on n'avait pas ce qu'il fallait pour qu'il reste en place. OK. Juste durée de vie, pont La Porte, on parle aussi d'une autre, au moins 50 ans encore. Il y a quoi, il y a 53 ans, là, je pense? Les piliers sont en acier, ils sont peints, ils sont entretenus. Pour moi, ils sont corrects. Les charges, le corps principal, là où le point faible, c'est le corps principal puis les piliers. Donc, si le corps principal est sain, il n'y a pas de problème dessus, ce pont-là peut durer très longtemps. Tant aussi longtemps que les piliers sont bons, et les deux corps principaux là, qui font comme ça cette forme-là, tant qu'ils sont sains, il n'y a pas de problème de durée de vie. Le reste, ça se répare. Il y a des études publiques, parce que c'est l'MTQ. L'MTQ font des analyses avancées. Okay. Là, les autres, ils sont équipés. Je connais des spécialistes là-bas qui font des analyses assez avancées là, sur l'informatique là, pour comprendre qu'est-ce qu'ils sont capables d'estimer, eux autres, la durée de vie? Ils l'estiment. Eux, ils ont toute une estimée. Le ministère des Transports connaissent pas mal la durée de vie de leurs ouvrages. La corde principale en haut, est-ce qu'elle est remplaçable? Ou... Les câbles... pas les suspentes. Les suspentes sont remplaçables. Oui. J'ai oublié le nom. Là, les deux câbles principaux là, qui montent jusqu'au plié, qui redescendent, ça, c'est pas remplaçable. Parce qu'il n'y a pas moyen de soutenir temporairement le pont le temps qu'on remplace ça. C'est toute la charge qui est là. C'est un point faible. Est-ce que c'est en continu ou en torsadé? C'est continu. C'est en continu. C'est des torons des câbles. Qui sont, après ça, faits en... On tresse des câbles, finalement. Okay. Puis après ça, on tresse des câbles de câbles. Puis c'est protégé dans une guette. Oui, mais j'ai vu la machinerie qu'ils avaient utilisée à l'époque, qui faisait ça en place. Il faut ça en place, effectivement. Et, donc, pour moi, actuellement, il n'y a pas de problème de durée de vie. C'est ça. Très, très clair. Ça dépend. En Angleterre, ils disent ça dépend si c'est galvanisé ou pas. Là. C'est ça. OK. On va aller à l'historique du troisième lien. Ça remonte à loin. Là. On avait des pubs de ça il y a très, très longtemps. Ici, on a un premier plan qui date de 1962. Où on avait, c'était quasiment un tunnel en plein centre-ville de Québec, là, qui tournait plein d'Abraham. Il y avait un autre tunnel possible ici, tunnel déposé. La différence entre un tunnel creusé et déposé, c'est... Le tunnel déposé, c'est comme le Champlain. J'ai travaillé dessus. Comme le pont Hippolyte Lafontaine. Donc, c'est des caissons qui sont en béton, qui sont coulés là en place. On les met en place. On fait l'étanchéité, puis on vide l'eau, puis on fait un autre caisson, puis on avance comme ça. Puis c'est déposé sur le fond. Le fond, il faut qu'il travaille un peu pour s'assurer que ça suit. Là. Donc, il y a quand même un certain dragage qui est fait. Donc, ça, c'est déposé. Mais est-ce que c'est quelque chose de possible? C'est pas vraiment possible ici? Oui. Non, c'est trop profond. Ben non, c'est ça. C'est trop profond ici. Là. Tu peux pas faire ça. Enlever l'eau et tout ça. Non. C'est un plan qui est assez vieux, là, évidemment. Là, mais, non, c'est trop profond. En tout du pont de Québec, on a 150 pieds. Là. Tu me souviens bien? Monsieur Raymond doit le savoir plus que moi. Puis là, actuellement, il y a Ultramar qui est là, non? Probablement, oui. Ça doit tomber à peu près dans cette eau-là. C'est plus le même plan que jadis. Non. On avait un autre ici, ça c'était en 75. Ça, c'était des liens dans le secteur Saint-David. On est à l'est du pont, mais plus à l'ouest du tracé de l'île d'Orléans, là. Puis là, on a une étude géologique qui est là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a?
La décision de construire un troisième lien à Québec sera un compromis entre l'effort d'investissement à la protection de l'environnement, l'accessibilité aux activités administratives, récréatives, culturelles du centre-ville. Et là, il y avait l'idée d'un métro qui sortait. Bon, on va peut-être en reparler un peu par tantôt, là, savoir si c'est une lubie, ça, ou si c'est possible. On va continuer sur l'historique du troisième lien. On bascule ici. Hop. Alors, 1979, là, on est sur la pointe de l'île. Déjà, on commence à se rapprocher de ce qui est plus actuel, si on veut. On avait différents tracés qui étaient saisis là. On a le pont de l'île qui est là. Ici, ça, c'est 87. Donc, déjà, on revenait ici, pas tout à fait à Pointe-de-l'Île. On était à Lauson, ici, là. Ça, c'est pas mal dans le cœur du centre-ville, quand même. Ensuite, quand on arrive aux études de 99, où on cherchait à faire un PPP, parce que, bon, c'était le gouvernement Bouchard, et puis il aurait aimé que le pont soit partenariat public-privé. On est encore au bout de l'île, ici, et là, on frise vraiment le coin de l'île, et on voit qu'il y a deux tracés. Qu'il y en a un qui plonge dans le fleuve un peu vers l'ouest et qui revient vers la pointe. Je continue mon historique. Toujours en 99, là, on parlait du tunnel, de la façon dont c'était fait. Il y avait une coupe longitudinale ici, là, 3 façons d'entrer, là. Je passe ça rapidement, mais si ça vous intéresse, tous les documents sont sur le site du MTQ. Alors ça, c'est l'étude la plus récente de 2016, qui est dans le fond une remise à jour de ces études-là. C'est une étude de faisabilité qui dit, oui, c'est possible, ça coûterait à peu près 6,3 milliards d'entretien sur 30 ans, mais il y a encore plein d'études à faire. Et là, c'est ça que j'ai envie qu'on parle aujourd'hui. Un peu l'échéancier possible, vous qui êtes dans le domaine puis qui savez un peu qu'est-ce que ça implique, créer un troisième lien, où est-ce qu'on en est, de voir un peu quelles sont les étapes à suivre ensuite, parce qu'il y avait des recommandations dans cette étude-là de 2016, investigation géotechnique pour bien cartographier la nature des sols en profondeur, l'amplitude du séisme de conception, ensuite analyse exhaustive de la planification des transports, donc savoir qui passe quand, les besoins qui visent à déterminer la configuration des voies, leur usage, expert en ventilation des tunnels, sécurité des usagers, analyse plus raffinée de circulation sur les échangeurs, tracé, section tunnel, localisation, géométrie des échangeurs. Bref, il y a encore énormément de choses à faire avant de dire cette étude-là. Parce que les gens disent, il y a des études depuis longtemps, pourquoi ça se fait pas si rapidement? Là, on a un parti qui nous le promet en dedans de 4 ans. La première pelletée de terre en dedans de 4 ans. Il y en a qui disent, on attend les études. Il y en a qui disent, ben, on avance, mais la critique, c'est que, bon, on met beaucoup d'argent sur l'étude du tramway à Québec, mais on en met moins sur celui du troisième lien, donc on n'est pas vraiment proactif là-dedans. On y va sur les freins. C'est un peu la critique qui est là en ce moment. Donc, c'est ça. Je veux savoir un peu les échéanciers réels de ce que ça prend pour ça, là. Bon, déjà, la dernière étude qui a été faite par Polytechnique, c'était un contrôle à peu près 100 000, si je me souviens bien, 100 000 $. Avec 100 000 $, tu ne fais pas grand-chose. OK? Tu prends ce qui existe comme information. De la Polytechnique. Que je connais bien d'ailleurs. On a étudié ici, il est diplômé de Laval, on a étudié ensemble. Okay. Donc, Bruno a pris l'information qui existait, puis il a sorti un rapport en fonction de l'information qu'il avait. Puis l'estimation des coûts, c'est en fonction de ce qui s'est fait ailleurs. Mais on ne connaît pas la vraie géologie ou la vraie géotechnique qu'il y a là. Est-ce qu'il y a des problèmes de failles géologiques aussi? On en a parlé. Donc, l'étude de 100 000, c'est rien. Là. Tu ne peux rien faire avec ça. Là. Quand ils ont décidé de faire le pont Champlain, là où il n'y a pas eu à faire d'études de site, on le faisait à la même place à côté de l'autre. Ici, on a plein d'études de site à faire. Parce que il y a le pont à construire ou le tunnel, mais toutes les approches, et la circulation, il ne faut pas l'oublier, c'est peut-être 4 milliards pour ça, mais tout ce qui vient à se connecter après, là, c'est énormément d'investissements et énormément d'études. C'est pas compris dans le coût, ça? Je ne sais pas si c'est compris. Okay. Mais les approches qu'on doit faire pour amener au pont, il passe du monde sur le pont, mais il faut que tu draines le trafic. Tu l'envoies où? Tu le gères comment, ton trafic? Et la croissance aussi, parce qu'il faut faire des études d'évolution de la population. Est-ce que c'est à l'est, à l'ouest? Elle est où actuellement la croissance de la population? À l'est ou à l'ouest? Il faut qu'ils regardent tout ça en fonction de tout ce qui est aspect urbain. L'impact, c'est un impact important, un troisième lien là, sur le Québec. Donc, tout l'aspect urbanisme, tout l'aspect circulation, tout l'aspect croissance de population, elle va être où, pour savoir où on va le mettre. Puis, tu vas avoir plusieurs scénarios. Après ça, il va falloir que tu l'élimines.
Probablement qu'on va prendre lui. Puis quand on aura choisi, après ça, Ça, c'est le mandat large qui est là actuellement, puis que le maire Laulier commence à refuser, là. Et ils ont même pas fait d'études géotechniques ou techniques, là. Actuellement, ils sont vraiment en amont, puis c'est nécessaire de le faire, là. C'est juste de savoir de quel côté il va être. De quel côté, où. Quand on aura choisi ça, après ça, il faut rentrer dans les études techniques. Donc, il faut regarder les aménagements routiers, on va faire ça comment, on va connaître ça comme à la 20 ou à la 40, si ça se fait à l'est, pardon. Si on part sur l'île, est-ce qu'on amène la circulation sur l'île? Et les études géotechniques, les études structurales, les coûts, lancer des contrats, c'est une affaire de 6-7 ans, là. C'est 6-7 ans. 4 ans, on oublie ça, là. À 4 ans, il n'y a pas impossible, qu'en 4 ans, OK, qu'il y ait un pont fonctionnel opérationnel. Impossible. Ouais, Un pont au tunnel, là. Un minimum de 10 ans. Bon, peu importe, c'est impossible. On aura du travail de fait. OK, mais il ne sera pas opérationnel. Dans 4 ans, il ne sera pas opérationnel. Non, ben, l'idée, c'était de faire la première pelletée de terre, là. C'est ça que Legault a promis. De la CAQ qui dit, ben, moi, à la fin de mon mandat, on va avoir commencé à le travailler. On va avoir commencé à le construire. Ah, ben, ça, c'est possible. Ça serait possible? Oui. Si on se donne 3 à 4 ans, oui, ça, c'est possible. Un Moi, 3 à 4 ans d'études pour déterminer c'est où, puis savoir les sols et tout ça. Ça, c'est faisable, mais ça prend l'argent, évidemment. Là, mais... La conception, il faut faire des appels d'offres. Est-ce qu'on fait ça en PPP? Bref, il y a quand même 2 à 3 ans d'études avant de lever la première partie de terre. Mais là, ça, c'est un choix idéologique de le faire à l'Est ou à l'Ouest. Parce que là, en ce moment, bon, il y a l'enquête origine-destination qui dit les gens qui viennent de Lévis, il y en a 4 000 à peu près qui viennent de l'Est, il y en a 13 000 qui viennent de l'Ouest. Donc, il y a plus de gens dans l'Ouest. La ville de Québec se développe davantage dans l'Ouest, les entreprises et tout ça. Donc, il faudrait le mettre dans l'Ouest parce que c'est là que c'est en ce moment. Mais en même temps, si on choisit de le mettre dans l'Est, c'est parce qu'on veut développer l'Est. C'est un choix de déveppement futur. Oui, mais il faut... Est-ce que c'est juste un choix idéologique ou il y a vraiment un phénomène très logique là-dedans? Je pense que c'est un choix urbanistique. Ça prend des urbanistes, des professionnels qui connaissent ça, qui sont capables de faire des analyses, qui vont aller chercher des données démographiques. Ils vont voir les taux de croissance à l'est, les taux de croissance à l'ouest, autant d'un côté ou de l'autre, pour savoir où on le met. Il ne faut pas oublier que si on va vers l'est, on rentre dans la ville de Québec. On rentre dans Beauport. On rentre sur l'île d'Orléans. Si on va dans l'ouest, il y a bien plus de place. Bien plus facile. Plus de place, mais c'est très congestionné. Quand on part de Saint-Augustin le matin, si oui. on veut raccorder Charret, probablement. Oui, mais je veux dire, pour relier les deux rives, c'est bien plus facile. Ouais. Beaucoup plus facile à l'ouest. C'est la suite de la route Lagueux, ou à peu près, là. C'est ça qui est tracé. Ce que je dis, c'est qu'il y a le gros bon sens. La première chose, c'est que les besoins sont déjà dans l'ouest, sont déjà criants. L'autre affaire, c'est que les formules d'évaluation préliminaires pour un pont, il y a des formules assez simples pour donner une idée par laquelle on peut se cibler des endroits. C'est les longueurs, la hauteur au-dessus, la profondeur des piliers, la longueur des portées, les approches, tout ça. Il y a des formules d'évaluation sommaires. Ça peut éliminer, ça ne permettra pas un choix précis, mais ça peut éliminer beaucoup de choses. Pour moi, l'île d'Orléans, à l'œil, je dis c'est 10 fois plus long. Je suis d'accord avec vous, mais on doit refaire le pont. Oui, c'est ça la question. Donc, c'est un bout que j'ai fait. Mais l'autre côté, coût d'opportunité. L'autre côté, c'est la voie navigable. Donc, il y a une question de dégagement. Ouais. OK? C'est super important d'avoir le gabarit qu'il faut pour passer les bateaux. Donc l'idée d'un pont plus qu'un tunnel à ce moment-là? Moi, le tunnel, j'y crois pas. Ah ouais? Non, moi non plus. J'y crois pas. Ah ouais? Non. C'est trop dangereux. C'est trop coûteux. C'est coûteux. Les approches, il faut descendre. Il faut descendre. Puis si on va du côté de l'est, du côté de Lévis, c'est quand même assez haut, là. Donc, il va falloir que tu creuses pas mal en amont. Puis il y a des pentes limites que tu peux avoir. Là. Donc, là, tu as le canal navigable en dessous. Là. Tu ne peux pas faire n'importe quoi non plus. Donc, moi, j'ai plus tendance... Donc, l'étude de faisabilité qui disait oui, c'est avec beaucoup de bémols. Mais, je ne l'ai pas lu, remarque. Non, mais... Je ne l'ai pas lu, je vais l'aller, mais... On va appeler Bruno, on va jaser. C'est ça, je vais aller parler avec Bruno. Je l'ai invité, d'ailleurs. Ça en prend 3 tunnels, là. Si on veut sortir sur l'île... si on veut défaire, ça dépend si on inclut le pont de Québec ou non. C'est ça, à un moment donné, il va falloir l'inclure. Ça, c'est une autre histoire. Actuellement, on parle qu'un tunnel ou un pont routier. Ouais. On n'a pas le pas de ferroviaire. Donc,
moi, l'Est ou l'Ouest, ça coûte 500 millions de plus à gauche ou à droite. Pour moi, ça n'a pas d'importance. Un pont serait moins cher qu'un tunnel. Je pense que oui, mais je ne suis pas un expert. Pas nécessairement. Je pense que oui. Je pense que oui. Le pont Champlain, il est long. Mais il y en a des ponts très longs dans le monde. Là, le pont Champlain, il est très long. Oui, Il y en a une partie au-dessus de la voie maritime. Donc, on aurait ça ici aussi. Donc, c'est combien? J'ai oublié, 2 milliards? 3 milliards ou 4 milliards? J'ai oublié le prix. Donc, il est possible de faire un pont pour le même prix que le tunnel. Mm-hmm. Moi, je ne vois pas de problème. Et, encore une fois, le pont à l'Est ou l'Ouest, c'est super important d'analyser. Il y a le côté politique. Les gens veulent avoir à l'Est parce que probablement le maire veut développer l'Est. Mais là, actuellement, ça pousse à l'ouest. La Chambre de commerce, le palais des congrès, tout ça. On regarde sur la rive sud, ça se développe énormément à Saint-Nicolas, puis ça pousse, ça s'en va vers Saint-Antoine-de-Tilly. Du côté Saint-Augustin, Port-Neuf et tout ça, ça se développe aussi. Ça se développe énormément. Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Donc, ça. C'est ça qu'il faut balancer. Et du côté est... Sauf que c'est pas plus facile d'accéder à la ville. Même si on passe à l'ouest, on est coincé. Ben, si on est déjà coincé. Si on passe à l'ouest, on amène un problème de trafic supplémentaire. Ben oui. Ça veut dire qu'il faut relier rapidement la 40 à ce qui est prévu, qui n'a pas été fait, là. Donc, la capitale arrive à un endroit, puis on tombe sur Henri IV. Là, il va falloir le faire. On n'a pas le choix. Parce que les gens qui vont arriver de l'ouest, il va falloir qu'il y ait cette route-là pour être capable de... Mais ce boulevard-là, la 40 est déjà totalement congestionné le matin là, quand on arrive là, de Saint-Augustin, puis quand on retourne le soir. Fait que si on rajoute du trafic là, il n'y a pas vraiment moyen de construire autre chose que ça. Là. Donc, dans tout ça, il faut faire l'analyse de projection dans le futur sur le trafic et après ça, voir les voies, donc les approches. Après ça, tu te raccroches à quelle route, quelle autoroute et s'il faut augmenter la capacité, mais il faut aussi penser au coût d'élargissement, éventuellement. Puis là, si on arrive dans l'Est, oui. ça veut dire que le pont irait sur l'île et tout le trafic se ramasserait sur l'île pour reprendre le pont de l'île et sortir. Ce que j'ai compris, c'est que ça serait difficile. Oui, c'est ça. Donc, il faudrait faire comme un peu le pont Jacques-Cartier. Je ne sais pas si c'est faisable. Le pont Jacques-Cartier, tu as une desserte qui peut aller sur l'île Sainte-Hélène, mais tu traverses. Est-ce qu'on est capable Donc, de faire ça serait vraiment desserte? À la pointe? Là où il est le ponctuel ou environ. Mm-hmm. Bon. Et là, c'est au niveau du coût visuel, j'imagine. C'est pas. Mais il y a déjà des tours électriques qui passent là. Hein. Déjà, au niveau visuel, tu es déjà attaqué. Ça a déjà été affecté un peu, là. Mais c'est ça. Est-ce qu'il y a moyen de faire... On n'est pas très connaisseur de ça ici, là, les concours d'architecture, pour essayer de faire quelque chose, un objet patrimonial J'espère qu'on ne va pas magnifique, faire des ponts laids comme on fait d'habitude. Ouais. Moi, je regarde, ça coûte plus cher, mais je pense que ça vaut la peine, c'est ça? Ça vaut la peine. Et le pont Champlain a été conçu en fonction de ça. Ils ont fait une coupe volontairement pour donner quelque chose de beau. Et il devait avoir des architectes qui travaillent sur le concept de pont. Après ça, les ingénieurs leur prenaient ça pour savoir si c'était faisable. Mm-hmm. Il faut faire ça. Absolument. Il faut faire quelque chose qui est beau. Si on fait un troisième lien. Est-ce qu'on a l'habitude de faire ça au Québec ou c'est... Pas assez. Non, c'est ça. Mais le ministère des Transports a commencé à le faire. Le pont Champlain, est-ce que ça a été fait, ça? Oui. Le pont Champlain, le nouveau pont Champlain, il y a des architectes qui ont travaillé là-dessus pour que ça soit beau. OK. Alors, on m'a l'expliqué hier, il y avait une conférence, là, mais il y a plusieurs choses qui ont été faites pour le rendre visuellement agréable. Pour les piétons aussi, les vélos, tu as une place où tu vas pouvoir rester sur le fleuve et regarder le fleuve. Et juste la coupe qu'ils ont donnée te permet d'avoir différents points de vue quand ça va de l'est, du sud au nord, d'avoir un point de vue différent sur Montréal. Okay. Tu ne vois pas toujours le même paysage. Tu n'es pas en ligne droite. Donc, ça a été pensé en conséquence. Le pont Champlain, là? Oui, le nouveau pont Champlain. OK. Donc, il n'est pas en ligne droite, là. On va pouvoir... Non, il n'est pas en ligne droite. On va pouvoir varier le paysage en roulant. Ça, c'est pas mal, quand même. Donc, il y a des architectes qui ont travaillé là-dessus. Donc, à l'île, on pourrait faire quelque chose comme ça aussi. Paysage, on revient, on voit le château, puis on commence à rêver, là. Ouais, on a le droit de rêver. Mais l'important, c'est de pas encombrer l'île. C'est surtout ça, là. Mais je ne sais pas si les gens de l'île seraient contents d'avoir ça aussi, là. C'est pas évident. C'est ça. J'ai comme une impression émotive qu'on se dirige vers un pont multimodal, parce que par mes observations, puis par un peu tout l'ensemble de l'affaire, qu'on se dirige vers un pont multimodal entre le fédéral et le provincial, un pont au Béné, à l'ouest. J'ai l'impression qu'on se dirige vers ça. Parce que les échéanciers s'orientent vers ça. Le problème, c'est d'arriver dans des centres déjà développés. Je veux vous dire que déjà, quand on a fait le pont de Québec, l'ingénieur avait pensé faire un tunnel en dessous pour traverser pour le chemin de fer au lieu d'aller passer par Cap-Rouge.
Le tracé. C'est pas très compliqué. Puis, on a fait des choses similaires pour le boulevard des Carrés à Montréal lors d'Expo 67. On a fait des tranchées pour faire traverser le trafic de centre-ville. Ici, probablement qu'on pourrait faire ça ou des tunnels pour faire traverser le trafic des ponts. Mais c'est des coûts additionnels, tout ça est à penser, mais moi j'ai comme une impression que le provincial, là, dans son étude, je pense qu'il y a déjà un projet de pont pas cher pour se permettre de négocier avec le fédéral un pont multi Je sais pas, je pense pas que le fédéral va se mêler à ça, parce que c'est vraiment de la responsabilité provinciale. Mais il faut réfléchir, encore une fois, il faut penser au développement, au déplacement durable. Est-ce qu'on a besoin d'un troisième lien? J'en suis pas convaincu. C'est ça, c'est l'opinion du citoyen là, qu'on va aller chercher. C'est notre débat. Mais si on faisait un troisième lien vraiment écologique, là, pas comme M. Legault en parle, mais si, par exemple, je sais pas, on faisait payer les véhicules polluants, mais on donnait gratuité aux véhicules électriques, on mettait davantage de transports en commun sur ce pont, mais si tu fais ça sur le nouveau pont, tu fais ça sur tous les ponts. Parce que sinon, des gens ne vont pas payer pour 5$, il y en a qui vont économiser 5$, puis ils vont aller sur le pont. Ils n'utiliseront pas. C'est ça. Donc, il faut faire sur tous les ponts. Il faut être consistant. Est-ce que c'est un projet qui est intéressant? Mais si on fait un troisième lien, là, je vais amener quelque chose, vous avez parlé multimodal tantôt, il faut penser au transport en commun pour relier deux rives. Si on fait un troisième lien, puis si on le fait, là, il faut que ce point-là, ce pont-là, éventuellement le tunnel, mais disons ce pont-là, soit conçu, comme à Montréal. Comme le pont Champlain était conçu pour passer le REM, mais il faut penser tout de suite au développement futur pour qu'on ait une place pour traverser les deux rives par un métro, par un tramway, parce qu'il va avoir, le développement va continuer. Donc, il faut penser pas seulement à l'auto, il faut penser au transport en commun. Et j'espère que si ça arrive, on va penser vraiment au transport en commun avec ce lien-là. Il y avait un tracé aussi original ici, que je voulais vous montrer quand même. Celui-là ici. L'idée, c'était de partir du centre-ville de Lévis, puis de passer sous la Haute-Ville. Donc, de creuser littéralement dans le Cap, puis de sortir quelque chose comme de la Couronne, Dorchester, peut-être même Laurentienne, un peu plus loin, là. Est-ce que c'est quelque chose qui est réaliste et qui est... Tout est faisable. Ils ont déjà commencé à creuser la falaise, puis ils ont arrêté. Donc, tout est faisable. Mais tu l'amènes le trafic dans un endroit où c'est dense, là. Oui, c'est ça. C'était beaucoup de population. Mais à l'ouest aussi. Pour moi, c'est le même problème. À l'ouest, il y a énormément de trafic là. Oui, mais encore une fois, il faut réfléchir. Est-ce qu'il y a moyen... c'est quoi les déplacements des gens? Il faut faire des études. J'espère que le bureau de projet font ça. C'est quoi les... Mais l'origine de destination est sortie en 2011. Il y en a une autre qui s'en vient en 2010. C'est super important. Probablement après les élections, malheureusement. Mais... Quand on regarde, ça se développe beaucoup sur le Bourgneuf. Beaucoup de gens vont travailler là maintenant. C'est incroyable comment ça s'est développé. Beaucoup de bureaux de génie, d'assurance, etc. Est-ce que, je reviens encore une fois, si on fait ça à l'ouest, mais on peut penser à faire, pour décharger Félix Leclerc, dans l'ouest, vers Saint-Augustin, mais tu fais passer par la route qui était prévue pour te rendre sur la 40, là, la capitale, ouais, voilà. Donc, il faut que ça soit étudié. Moi, j'ai pas la solution, mais j'imagine que des gens qui, le bureau projet, regardent tout ça. Donc, c'est important que ça soit large comme ça en ce moment. Il n'y a pas le choix. Donc, la Chambre de commerce de Lévis, les maires des municipalités, tout ça, sont un peu trop impatients, là. C'est un peu ça qu'on se dit. En fait, c'est sûr qu'ils aimeraient ça que ça soit chez eux, là. On fait une structure de 125 ans à Montréal. J'espère que si on fait un troisième lien, on va viser 125 ans aussi. Mais il faut projeter sur 125 ans. Donc, ça se fait pas sur un coin de table, là. C'est très sérieux ce qu'ils font. Moi, je trouve que le bureau de projet, qu'il soit large comme ça, c'est sérieux. Puis est-ce que 20 millions, c'est assez? En ce moment, c'est ce qui est mis à peu près. Alors qu'on a un bureau de 220 millions pour le tramway, là. Oui, mais le tramway, c'est différent. Le tramway, c'est parti, là. Là, c'est préliminaire. Quand on aura une solution, là, il y a donc, les études préliminaires ressemblaient à ça, là. Je pense que 20 millions, c'est assez pour... à peu près dans ces eaux-là. Il n'y a pas d'études techniques qui se fait. Il n'y a pas d'études géotechniques ou structurales. Actuellement, c'est savoir où on l'implante. Et tous les scénarios possibles. Donc, l'aspect urbaniste, l'aspect statistique, déplacement des gens, je pense que ça devrait être suffisant. Si on donnait 20 millions, j'imagine que ça doit être correct. Mais je ne suis pas un spécialiste. Il faut être patient, hein? Oui, c'est ça. Il ne faut pas se tromper
parce qu'on fait quelque chose pour 125 ans, il faut prendre 2-3 ans s'il le faut pour On l'a avoir fait le bon à choix. plusieurs reprises. On a fait Mirabel, Kakuna, qui n'a pas été utilisé pendant des Oui, années. ils sont allés trop vite, hein? Parce que les arguments qui reviennent, je les ai là, tu sais, c'est la volonté de diminuer le trafic. Est-ce que le trafic est vraiment... Selon l'enquête Origine-Destination 2011, ça disait que le pont était assez saturé, là. Maintenant, on sait que quand on rajoute des routes, on rajoute aussi des voitures. Toujours. Et donc, il y a le trafic induit. Donc, ça va faire, à court terme, peut-être une diminution du trafic, mais à long terme, ça va revenir. Ça va revenir. C'est clair. L'autre argument, c'est l'économie, évidemment. Les choix de développement économique pour la Rive-Sud, l'augmentation peut-être des valeurs immobilières, des propriétés, tout ça. Bon, c'est pour ça que probablement le maire de Québec est plus froid un peu, puis le maire de Lévis est plus chaud, parce que ça va augmenter, lui, ses taxes sur la Rive-Sud et sur la Rive-Nord. Si j'étais maire de risque Lévis, baisser. je souhaiterais que des entreprises viennent s'installer à Lévis qui ne viennent pas travailler sur la Rive-Nord. Voilà. S'il faut qu'ils développent l'aspect économique de la Rive, faut arrêter de déplacer les gens pour aller travailler. Installons. Idéalement. Ben, c'est ça l'idéal. Il faut s'assurer moi, j'étais maire de Lévis, ce que je voudrais, c'est un développement économique qui fait que mes gens de Lévis vont travailler à Lévis. C'est payant, ça. Mais c'est déjà quand même pas mal le cas. Les déplacements dans Lévis, je pense que c'est 36 000 sur 60 000 véhicules qui restent à Lévis, là. Ben, c'est déjà très bon, mais il faut voir. Donc, si tu fais un lien supplémentaire, tu favorises le déplacement des gens, donc les gens vont se trouver des emplois n'importe où, puis ça devient... Aussi longtemps que c'est facile, tu perds pas de temps, les gens ne regardent pas. Il va s'acheter une deuxième voiture, une troisième, une quatrième parce qu'il fait 4 enfants, puis là, tout va bien. Mais le jour où ça commence à être congestionné, c'est là que les gens commencent à chialer, puis c'est là que se crée une pression, comme vous avez mentionné tantôt, pour augmenter la capacité. Pour moi, la solution est dans le transport en commun, c'est clair. Développons le transport en commun en premier. C'est ça qui est prioritaire. C'est la grande priorité, c'est comment on fait le lien inter-rive pour le transport en commun. Puis ça, on peut-tu arriver un jour à le penser de façon globale, inter-rive? Parce que là, on a l'impression que c'est des guerres de clochers en ce moment-là. Peut-être qu'on devrait annexer 2 villes ensemble. Ben, comme Budapest, qui était voilà. Budapest, on va finir par faire un Québec-Lévis? Un Québec-Lévis, enfin, je ne sais pas si c'est possible, mais ça probablement qu'à long terme, bon, on a entendu beaucoup parler du SRB. Quand le maire de Lévis s'est retiré, c'est devenu le tramway. Alors que le maire disait qu'il n'en voulait pas, mais finalement, c'est ce qu'on a sur la glace. Est-ce qu'on a bien analysé toutes les possibilités pour la mobilité dans la région? On va dire, c'est le tramway, on pousse vers ça. Est-ce qu'on a vraiment touché à tout? Parce que, bon, il y a l'idée... on en parlait des trains de banlieue ici. Il y a l'idée du métro qui était sorti aussi. Ça, c'est un tracé préliminaire qui était là en quelle année, ça, je me souviens plus, mais en 68-69, bon, c'est peut-être impensable à cet endroit-là, mais il pourrait y avoir un tracé qui ressemblerait à ça. Par exemple, le métro passerait sur le pont de Québec, ou je ne sais pas trop. Il faudrait voir comment relier les deux rives. Est-ce que ça, c'est pensable? C'est sûr que c'est plus coûteux, mais quand on dit qu'un tramway dure à peu près 25 ans dans notre climat, qu'un métro dure 150 ans minimum, qui est sous terre pour notre climat froid, ça peut peut-être inciter les gens à le faire davantage. Je ne sais pas. Enfin, est-ce qu'on a bien analysé toutes les possibilités si avant de pousser? Si on avait fait un métro, on ne serait pas rendu aussi loin. Actuellement, le tramway se rend au IKEA. Je pense pas que si on avait fait un métro, on aurait pu penser qu'en 2020, je ne sais pas quoi, que ça se rendrait jusque-là. Toute une question après ça de coûts. Ça coûte combien par année? Les coûts annualisés, amortis, ça coûte combien par année? Les métros, ça coûte cher. Ça, c'est clair. Moi, je préférais un métro. Hein. Personnellement, je voyais un transport en commun, puis j'aimerais ça, avoir un métro. J'ai vécu 8 mois à Paris, donc le métro est à côté de chez nous, c'est extraordinaire. À Montréal, je vais en métro, je me déplace toujours en métro, parce que tu n'as plus le climat qui vient te déranger. Mais s'il a fait ce choix-là, je n'ai pas vu les études, c'est que probablement c'était sans doute ce qui était plus économique. Pour l'économie, c'est sûr, mais ce n'est pas une vision très long terme. Ben, il y a plusieurs villes. C'est pas une grande ville, le Québec. Hein? On n'est pas à 2-3 millions d'habitants. C'est à peu près 800 000 la grande agglomération. Donc, là. Sauf que moi, en tout cas, j'ai répertorié plusieurs métros un peu partout, puis il y en a quand même dans des agglomérations comparables de bonne quantité. Là. Bon, il ne va pas nécessairement traverser un fleuve Paris comme ici. Paris vient d'installer un tramway il n'y a pas longtemps, il y a quelques années. Paris a son tramway maintenant. Pourquoi? Ça coûte moins cher qu'un métro. Donc, la technologie, les avancées technologiques sur le tramway a avancé, qui permet qu'on est capable de développer des choses, même en région froide maintenant. Donc, j'imagine que c'est ça qui permet de dire que le tramway est moins cher. Il y a le train aérien. Vous parliez de train de banlieue. Moi, je serais favorable au train de banlieue. Les emprises sont là, les infrastructures sont à refaire.
Il y a des aménagements de financement. Ça change le financement de place. Ça porte le financement sur l'ensemble de la Ça région. plus loin un peu. Puis le problème est là, parce que, d'après moi, 70% du trafic là, au niveau des ponts puis de la région, c'est du trafic de banlieue, c'est pas du trafic de la ville. Puis, à ce propos, les études destination, la façon dont ils sont faites, oublient un paquet de zones qui sont là, parce que dans l'étude origine-destination, c'est fait par zone postale, puis par région la ville, des deux villes. On oublie des zones périphériques. Les gens viennent souvent du périphérique. Puis ça va continuer d'être comme ça, parce que... Moi, je pense que ça prend une combinaison des deux. Vous avez raison, M. Aymon, parce qu'on regarde à l'ouest, Port-Neuf se développe. Il y a du transport maintenant privé qui se fait entre les deux places. Il y a des entreprises ferroviaires qui sont là. Il pourrait y avoir un transport de banlieue qui amène au métro, par exemple, au IKEA. Ça, c'est pensable. La voie ferrée passe à côté. Donc, on peut penser que c'est une combinaison des deux. Mais ça prend une infrastructure, je dirais, classique, comme des autobus ou des tramways ou des métros, dans la zone urbaine, pour se déplacer avec des bonnes fréquences. Donc, moi, je pense qu'après ça, on peut aller vers des trains de banlieue, surtout du côté de la Rive-Sud. On pourrait avoir des trains de banlieue qui vont sur la Rive-Sud. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Avec des parkings incitatifs qui vont passer sur le pont Québec, qui vient s'accorder au tramway. Donc, on n'a pas le choix de réfléchir aux liens interrives ici. Mais il faut penser aussi à l'ouest. Mais ça, c'est possible avec le trafic ferroviaire actuel, de dire, par exemple, on va, la voie ferrée, la voie ferrée va très loin dans l'ouest, là. Moi, je suis à Saint-Étienne, et là, là-bas. Le ferroviaire, il est déjà là. Il est déjà là. Il suffit de le reprendre puis de le prendre en main. Il sert à rien. Il sert il y a le Via Rail pour les transports longue distance. Sous-utilisé. Puis il y a l'ECN pour les marchandises. C'est sous-utilisé. Mais il y a moyen de faire quelque chose d'intelligent, à mon avis, pour utiliser les infrastructures qui sont là, effectivement. Bon. Mais il faut commencer par, je dirais, quelque chose de classique. On remplace les autobus par le train de banlieue, c'est tout à fait correct. C'est intelligent parce qu'on utilise l'électricité. Les SRB, je ne suis pas d'accord avec ça. On est encore au pétrole. Ça n'avait pas de bon sens. Il faut utiliser l'électricité. On veut minimiser l'empreinte. On est justement dans la mobilité durable, mais utilisons l'électricité. Un train de banlieue, pour moi, il serait, si possible, aussi électrique. Il faut penser à ça. Parce que tu as des coûts d'entretien beaucoup moins élevés. Une automobile électrique, quand on fait l'analyse du coût sur le cycle de vie, comme tes frais d'entretien sont beaucoup plus bas, tes frais de consommation d'énergie beaucoup plus bas, mais initialement, ça coûte plus cher, mais 5, 6, 7 ans, ça coûte moins cher. Donc, c'est la même chose avec l'électricité, il faut penser à ça. Donc, pour moi, le tramway tel qu'il est fait, il est essentiel à la Ville de Québec. Mais on peut raccrocher après ça des choses. Ça reste une ville construite pour l'automobile. Oui. Ça a été fait beaucoup par autoroute. Le tramway vient encore jouer sur l'automobile quelque part. Là. Bon, il y en a qui disent... Il faut enlever les automobiles, le problème est là. Parce que l'idée du métro, c'était l'inverse. On se cache en dessous, on dérange pas personne, puis on rajoute. Mais c'est sûr que c'est une question de coût encore, là. Mais ce que les gens reprochent au tramway, c'est ça. C'est que vous allez nous enlever des voies, vous allez... Mais en même temps, il y a un 3 km qui passe en dessous. Là. Il y a déjà... Ils n'ont pas le choix parce qu'il y a une question géométrique. Là. Là, tu passes la Val-Ville en haut, tu ne peux pas monter qu'une pente comme ça. Non, c'est ça. On n'a pas le choix d'avoir une pente assez douce pour être capable de faire ça. C'est le meilleur choix technique là, à faire. Mais ce qu'il faut penser, c'est arrêter de se déplacer en auto. Le pétrole, il n'aura pas toute la vie dans la planète Terre. Là. Mais ça, faut faire comprendre. Les politiciens, là, ils ont le rôle de faire comprendre ça. Oui, mais c'est difficile. Les gens aiment beaucoup leur voiture. Surtout à Québec, je le sais. Ça, je le sais. Moi, je suis sur la Rive-Sud, les gens aiment leur voiture. Ils ont envie de voyager en voiture, puis ils le font. Si on met des choses qui incitent les gens à le faire, ils vont le prendre. Je suis d'accord. Si un transport en commun efficace, bien fait. Exactement. Qui nous amène rapidement à destination, qui est agréable. À Saint-Augustin, moi, j'ai commencé avec le transport privé, c'était vraiment nul. C'était pas bon. Quand la RTC s'est installée là, maintenant, on a un système qui fonctionne bien, avec des express aux heures de pointe. J'ai plus de raison de prendre mon automobile. J'ai un chauffeur privé. Puis il m'amène à l'université directement. Donc, il faut mettre quelque chose qui va dire que le citoyen va dire, avec ça va me prendre moins de temps, je vais le prendre, puis il y a une bonne fréquence, il faut embarquer pour le faire. On investit tellement en infrastructure routière actuellement au Québec. Si on mettait tout ça dans ce transport en commun, imagine. On investit beaucoup dans le transport en commun aussi. Passé. Mais en fait, c'est parce que est là en transport en commun. Ce qu'on va vous dire, c'est que les autobus sont globalement assez vides parce que c'est pas assez
Tu sais, les services en banlieue là et tout ça là, moi par chez nous là, c'est pas très très utilisé parce que bon, c'est pas assez haute fréquence, c'est pas assez. La masse critique qui se déplace, c'est pour aller travailler. Mm-hmm. C'est ça qu'il faut gérer. Et c'est là qu'il y a le plus de déplacements possible, c'est là qu'il faut donner un service. Mm-hmm. Pour que les gens ne prennent pas l'auto pour venir travailler, qu'ils prennent le transport en commun. Après ça, quand tu arrives chez toi, tu vas aller au centre de service, tu y vas. Mais c'est souvent le samedi soir ou le dimanche ou au moment où il y a moins de trafic, donc il n'y a pas de congestion. Donc, tu n'as pas besoin d'augmenter le nombre de routes. Ce qui coûte cher dans la vie, c'est toujours les pointes. Hydro-Québec, elle doit satisfaire une pointe d'énergie, elle doit être capable de le faire. Puis ça coûte cher. Ce qui coûte cher dans le transport routier, c'est des pointes. C'est ça. Le matin et le soir. Mais il faut niveler ces pointes-là pour abaisser les coûts et le transport en commun permettrait de le faire. Il y avait l'idée du monorail aussi, monorail suspendu électrique. Avez-vous quelque chose à dire là-dessus? Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Je dirais que c'est une idée à creuser, mais dans un climat nordique comme on est, ça va être difficile. Le monorail suspendu? Oui. Le climat nordique avec c'est faisable, mais je ne sais pas à quel coût. Bon, en ville, peut-être pas, mais... Il y a un argument ici intéressant de M. Lainé. Le trafic se déplace selon les liens. C'est normal qu'actuellement, le trafic et la densification est à l'ouest. Les gens ne traversent pas à la nage. Il faut équilibrer vers l'est. Donc, c'est l'idée d'équilibrer de l'autre côté pour éviter justement que ça continue à se développer à l'ouest puis que ça se densifie, là. C'est pour ça que c'est les échéanciers qui vont faire la différence. Les échéanciers? La pérennité du pont de Québec, la pérennité du pont Pierre-Laporte, puis le temps de construire un autre lien. C'est juste qu'il faut balancer tout ça, puis trouver des espaces dans le temps pour les faire. Dans l'espace et dans le temps. Moi, je dis, laissons travailler le bureau de projet. Je pense qu'il y a des gens très compétents dans le bureau de projet qui vont nous arriver avec des solutions sensées. Mais il faut laisser le temps à ces gens-là pour faire justement étudier large, puis arriver avec différents scénarios. Ils ne vont pas dire c'est le scénario. J'en ai un bon scénario pour vous, regardez. C'est pas mal, effectivement. Traverser la tyrolienne. J'ai déjà proposé le téléphérique le vertige. Ni électricité, ni pétrole, on y va. Non, mais le téléphérique Québec-Lévis permettrait peut-être d'enlever... Un téléphérique, public. Mais c'est quand même à petite capacité, là. Bon, on a parlé pas mal des autres options. Ben voilà, écoutez, on a quand même passé... on a presque passé 2 heures. C'est extraordinaire. Ben, il est 2h moins 10. Aviez-vous quelque chose? J'avais oui. quelque chose. Alors, on va terminer ça rapidement. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Alors, comme d'habitude, je vais faire des petits montages de petits extraits là, pour qu'on parle. On a quand même parlé de beaucoup de choses. Alors, merci M. Aymon, merci M. Fafard. Ça a été vraiment très enrichissant. Merci à tout le monde qui était en ligne, évidemment. Comme d'habitude, vous êtes sur la page Grands enjeux politiques Chute de la Chaudière. Alors, il y a le groupe aussi, si vous êtes résidé dans la circonscription. Vous n'avez qu'à faire une demande d'adhésion au groupe. Je parle d'un peu tous les partis, toutes les choses qui s'en viennent pour l'élection, tous les enjeux de la circonscription. Alors, comme d'habitude, aimez, continuez à poser vos questions. Moi, je reste en contact avec M. Aymon, M. Fafard. S'il y a des questions que je dois leur soumettre, ça va se faire. Et puis, n'hésitez pas à partager. Merci, à la prochaine. La semaine prochaine, d'ailleurs, jeudi prochain, je suis avec Bernard Landry, ex-premier ministre. On va parler évidemment d'économie, de mondialisation. Donc, on va faire une entrevue longue jeudi à 2h30. Alors, soyez avec nous. C'est un rendez-vous. Merci.